Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va se réattaquer à la maman de toutes les théories du complot. Les dinosaures sont un énorme fake. Évidemment, ce sont les paléontologues. Tout le monde sait que ce sont les paléontologues qui ont inventé les dinosaures pour faire de l'argent. Évidemment, le fameux argent des chercheurs en paléontologie, vous savez, celui qu'on gagne à chaque fois qu'un Tyrannosaure Rex est vendu 32 millions aux enchères. Mais oui, évidemment que la recherche en paléontologie, c'est là que vont les 32 millions de... Oh. Ouais, évidemment que les paléontologues sont les grands bénéficiaires de ces ventes aux enchères de dinosaures à plusieurs millions de dollars. Et non, ça va dans les poches de compagnies privées. Les paléontologues, la recherche en paléontologie, elle a pas un rond. Et du coup, la théorie du complot, comme quoi on aurait inventé les dinosaures pour faire des sous, ou pour corrompre la jeunesse, pour l'empêcher de croire en Dieu, ou je sais pas quoi. Waouh, c'est ma préférée. Je l'adore celle-là. Ça va être un grand moment. Ça va encore être un grand moment. C'est un sujet qu'on avait déjà abordé avec l'article de blog Elishéan qui depuis a disparu. Les dinosaures n'ont jamais existé. Heureusement qu'il a disparu. Mais aujourd'hui, on va en reparler. Pas parce que la souffrance est source de plaisir. Ceci dit, elle l'est. Et tout le monde, tous les gens qui me regardent ici le savent. Le débunkage va avec la pénitence et la pénitence va avec le plaisir, comme ça, quand on se pince les tétons comme ça, ça fait du bien. Aujourd'hui, non, on va pas se faire du mal. Aujourd'hui, on va aborder volontairement, sciemment, et avec le sourire, la question, est-ce que les dinosaures sont effectivement un énorme fake ? Pourquoi ? Parce que c'est une question qui est intéressante dans le sens philosophique du terme. Pourquoi ? Parce que c'est comme la Terre plate, ça questionne complètement le concept de vérité. C'est-à-dire que pour penser ne serait-ce qu'une seule seconde, et il y a des gens qui le pensent premier degré, hein, j'ai eu des conversations IRL avec des gens qui pensent au premier degré que les dinosaures n'ont pas existé, qui me sortent les arguments que vous allez entendre aujourd'hui, dans les contenus auxquels on va s'intéresser aujourd'hui. Donc il y a des gens qui pensent IRL que les dinosaures n'ont jamais existé, et donc ces gens-là, ils ont deux énormes problèmes à mon avis, c'est qu'ils ont une conception de la vérité assez particulière. Et donc il faut réaborder tout ça. Qu'est-ce que c'est que la vérité ? Pourquoi la vérité existe même quand on n'a pas envie d'y croire ? Pourquoi est-ce que ce qu'on pense, qu'on croit qu'on sait, on le sait ? Pourquoi on sait que ce qu'on sait on sait qu'on le sait ? Voilà. Donc c'est l'épistémologie, hein. C'est ça l'épistémologie. Vous cherchez dans le dictionnaire la définition du mot épistémologie, c'est l'étude de pourquoi qu'on croit que ce qu'on sait, on sait, et ben en fait on sait qu'on le sait. Donc pourquoi on croit savoir qu'on sait ce qu'on sait, et pourquoi on a raison de savoir qu'on sait qu'on le sait. Je vais y arriver avec cette phrase, mais bref. Et donc ça va être l'occasion de réaborder les questions d'épistémologie de base, et ça va être... et donc ils ont un problème avec ça. Ils ont un problème avec le concept de vérité de manière générale, et ils ont aussi un problème avec le concept de curiosité, parce que pour ne pas croire en l'existence des dinosaures, faut vraiment jamais avoir foutu les pieds dehors. Parce que dehors, il y a des trucs qui s'appellent des musées, où on voit des dinosaures en vrai. Il y en a certains qui sont en plâtre, j'avoue, mais la plupart sont vrais. Et en tout cas, ceux qui sont derrière les vitrines sont vrais. Ceux que vous pouvez attraper, généralement, ouais, ils sont en plâtre parce qu'on n'est pas fou, on va pas mettre des vrais fossiles à portée de main. Mais ceux qui sont derrière des vitrines, eux, par contre, ils sont vrais. Et faut surtout ne jamais être allé, même ne serait-ce que dans un magasin de gémologie, de lithothérapie, ou même un boui-boui à souvenirs basiques. Parce que tous ces magasins-là, ils vendent des fossiles, et généralement ils vendent des dents de mosasaures, qui ne sont pas des dinosaures, mais qui sont quand même des gros... des énormes monstres reptiliens du Mésozoïque, donc c'est typiquement l'idée canonique que les gens se font du dinosaure de manière générale. Évidemment, on va parler aujourd'hui de dinosaures non aviens, puisque les gens qui croient en cette théorie ne croient pas que les oiseaux sont fake, encore que c'est aussi une théorie du complot qui existe, que les oiseaux sont fake, mais les gens qui la défendent ne défendent pas que les dinosaures... En tout cas, je ne crois pas que le combo existe de croire que et les dinosaures et les oiseaux sont fake. Mais bref, je m'égare.
Donc on va pas parler des dinosaures non aviens, évidemment il s'agit des dinosaures au sens populaire du terme, au sens commun du terme, les dinosaures donc non aviens. Et donc si vous allez dans un magasin de gémologie, un boui-boui de souvenirs, n'importe quoi, ils vendent des fossiles, ils vendent des trilobites, ils vendent des dents de mosasaures, et même dans les dents de mosasaures, des fois vous avez des dents de spinosaures qui ont été mal identifiées, et ces dents-là sont des dents de fait de dinosaures, de véritables dinosaures. Donc il faut vraiment ne pas avoir mis les pieds là-dedans. Et puis évidemment, faut jamais avoir mis le nez dans un bouquin, comme par exemple celui-là de Éric Buffetot, dont on parlera probablement un petit peu plus tard. J'en suis même à peu près sûr en réalité. Donc aujourd'hui, on va parler de deux articles. Enfin, c'est pas des articles, c'est des billets de blog, des forums. Je sais pas comment c'est censé s'appeler. Ce sont des commentaires de forums, des sujets de forums. L'un qui nous vient de jeuxvideo.com et l'autre qui nous vient de Doctissimo. Donc vous voyez les deux bidets les plus sales d'internet, et ben nous on y va la tête la première avec un racloir et on les gratte. On les gratte. Pas seulement pour se faire souffrir comme je le disais, mais aussi parce que c'est intéressant de pointer du doigt en fait toutes les erreurs de raisonnement possibles depuis la base. Vous voyez. On va commencer par ce billet de blog, enfin je sais pas comment on dit, un article de forum, un sujet de forum, qui s'intitule « Les dinosaures sont un énorme fake ». Par le docteur Tacos, que je n'anonymiserai pas parce qu'il a choisi de s'exprimer en public. Alors, soit il trollait, et dans ce cas-là, c'est une œuvre d'art, et il faut pas l'anonymiser, soit il pensait premier degré ce qu'il raconte dans cet article, enfin dans ce commentaire, et dans ce cas, il a choisi de s'exprimer publiquement sur un sujet qu'il ne maîtrise pas, donc faut qu'il accepte la critique. Et Dieu sait qu'il en a pris de la critique dans la gueule. Genre le premier commentaire, ferme ta gueule. De la critique constructive du coup. Donc le docteur Tacos, je ne sais pas s'il trollait, ça n'a pas vraiment d'importance pour ce que je veux faire aujourd'hui, qu'il trollait ou pas, puisque comme je l'ai dit, d'une, j'ai entendu tout ça premier degré, et secondo, de toute façon, le but n'est pas tellement de débunker que de rappeler pourquoi est-ce que ce qu'on sait, on sait qu'on le sait. Et de fait, c'est une très très bonne opportunité de rappeler pourquoi pense-t-on que les dinosaures ont existé. C'est vrai ça. Pourquoi pense-t-on que la Terre est ronde alors que nous on a l'impression qu'elle est plate? Pourquoi pense-t-on que la Terre tourne autour du Soleil alors qu'on voit clairement le Soleil nous tourner autour? Pourquoi pense-t-on qu'on peut mettre le pied sur la Lune alors qu'on le voit bien qu'elle est grande comme ça? Hein? Eh ben, tout ça, ça questionne la réalité, mes bons amis. Et c'est important de questionner la réalité. Commençons. Les dinosaures sont une invention des scientifiques. C'est pas complètement faux dans le sens où le mot dinosaure est une invention des scientifiques. Par contre, les fossiles, ils étaient dans le sol bien avant que les scientifiques les appellent des dinosaures. Eussent-ils eu une civilisation qui les a appelés des stylobilles, que ça changerait rien au fait que les ossements étaient là. Les mecs, ils veulent vous faire croire qu'à partir d'un simple fémur, ils arrivent à imaginer un lézard énorme, ou encore qu'un brontosaure géant à long cou et qu'un tricératops à 3 cornes se sont changés en oiseaux. Bon alors, il y a deux parties à cette phrase. Les mecs, ils veulent vous faire croire qu'à partir d'un simple fémur, ils arrivent à imaginer un lézard énorme. C'est l'archétype du paléontologue de cinéma, ou même du scientifique de cinéma, c'est Tony Stark en fait. Vous savez, ce mec qui dans les films sait tout, est un scientifique de tellement grand renom qu'il sait tout, de la physique quantique à la microbiologie, en passant par l'astrophysique et la géologie. Vous voyez, il connaît tout, il sait absolument tout. Il a un doctorat, donc il sait tout, hein, évidemment. Et donc c'est le stéréotype de ce mec, donc qui est généralement un mec, hein, évidemment. On va pas parler des femmes paléontologues, hein, évidemment, ce serait briser l'archétype, j'ai envie de dire, de rappeler qu'il existe quand même un gros paquet de femmes paléontologues. Donc, ce mec se pointe, ramasse une merde par terre, donc un truc complètement non identifiable, identifie le nom, l'espèce, quand ça a vécu, et il le lèche un petit peu et il vous dit carence en magnésium. Légère carence en magnésium. Donc c'est l'archétype cinématographique du paléontologue, ce personnage n'existe pas. On peut effectivement ramasser un fémur et dire à quelle espèce il appartient. Ceci étant dit, encore faudrait-il que le fémur, enfin autant
encore faudrait-il qu'un fémur similaire ait déjà été trouvé ailleurs, attaché à un squelette complet. Autrement, juste avec un fémur, c'est compliqué de dire ce à quoi on a affaire. Il y a peut-être un poil de culpabilité, j'ai envie de dire, des paléontologues dans cet archétype, dans la mesure où il y a certaines personnes qui n'ont pas vraiment de scrupules à vous présenter des nouvelles espèces de dinosaures basées sur des petits cacas. Ça, il y a quand même une légère culpabilité de certains paléontologues là-dessus. C'est un truc dont j'avais parlé avant, à propos notamment de Sauroniops, par exemple. Donc, c'est un problème assez récurrent chez les paléontologues en manque de publicité. Manque de publicité qui n'est pas dû à leur ego, mais plus au financement. C'est un problème de financement, c'est-à-dire qu'il faut des résultats, il faut pouvoir montrer des résultats, parce que les organismes qui nous financent nous demandent des résultats. Et donc des fois on se retrouve avec Sauroniops, donc dont vous voyez ici la totalité de ce qu'on en connaît, à savoir un petit bout du dessus de l'orbite et rien d'autre. Vous voyez ici à quoi ressemble l'os, l'unique os qu'on connaît de Sauroniops. Eh bien, il y a des scientifiques qui n'ont pas hésité à donner à ce petit bout d'os le nom de Sauroniops pachytolus, donc un nouveau nom de genre, un nouveau nom d'espèce, de l'Afrique du Nord, du Crétacé, je crois, d'Afrique du Nord. Et ils lui ont donné un nom en référence à Sauron. Pourquoi ? Pour pouvoir faire la publicité de leur découverte, parce que personne ne s'intéresserait à ça autrement. Donc ils lui ont donné un nom un petit peu catchy, un petit peu juteux comme ça, afin de pouvoir en faire la publicité. Et regardez, on a nommé une nouvelle espèce en référence à Sauron du Seigneur des Anneaux. Ouais. Donc on est un petit peu coupable quand même de cette image d'Épinal du paléontologue qui ramasse une crotte et qui l'identifie nom de genre, nom d'espèce et qui la lèche et qui vous dit carence en magnésium. Il y a eu aussi Thanos, je me rappelle plus exactement du nom d'espèce, mais il y a eu aussi une espèce qui a été nommée d'après Thanos, hein, donc le personnage des comics Marvel. Et donc Thanos, c'est pareil, c'est une crotule notoire, un tout petit bout de crâne, de rien du tout. Donc c'est juste un tout petit bout, vous voyez, là il y a un tout petit bout de vertèbre, il y a un tout petit bout de boîte crânienne. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a d'ailleurs, ouais, là il y a écrit, c'est un fossile, voilà. Alors c'est même pas un bout de crâne, c'est un bout d'Atlas axis. Donc Atlas axis, c'est les premières vertèbres cervicales. Donc c'est même pas un bout de crâne. Voilou. Donc ça c'est pareil, c'est de la recherche en fait de publicité pour pouvoir justifier d'avoir dépensé de la thune. C'est, si vous voulez, quand vous demandez de la thune à un organisme pour vous financer, que vous allez à la recherche de fossiles et que vous ramenez une crotule, la crotule, les financeurs ils en demandent pour leur argent. Donc cette crotule, vous allez en faire la publicité. Quel est le meilleur moyen de faire de la publicité pour une crotule ? C'est de lui donner un nom un petit peu catchy, donc un nom qui fait référence à des produits culturels populaires, comme par exemple Marvel ou Le Seigneur des Anneaux. Donc oui, on est un petit peu coupable de ça, j'avoue. Mais c'est quand même beaucoup plus une image d'Épinal de film hollywoodien. Et puis il y a la deuxième partie de cette phrase qui est vraiment qui fond dans la bouche. Ou encore qu'un brontosaure géant à long cou et qu'un tricératops à 3 cornes se sont changés en oiseaux. C'est-à-dire, c'est là où je me demande si c'est pas du troll, parce que il a quand même choisi les deux pires branches de grand arbre, de la grande famille, du grand arbre de famille des dinosaures, de la grande phylogénie des dinosaures. Il a choisi les deux pires branches, à savoir les sauropodes avec brontosaures et les ornithischiens avec tricératops, qui sont donc sur les 3 branches des dinosaures, ce sont les 2 qui se sont éteintes. Et la dernière, c'est celle qui a survécu, c'est les théropodes. Donc si, à la limite, il aurait pris Vélociraptor, vous voyez, il aurait dit, il s'est transformé en oiseau, oui, Vélociraptor, ça a quand même plus de chances de s'être transformé en oiseau qu'un Tricératops. Mais ceci dit, jamais aucun paléontologue n'a déclaré que Tricératops s'était transformé en oiseau. Tricératops, aucun paléontologue ne défend la théorie que les tricératops se sont jetés du haut des falaises jusqu'à ce qu'il y en ait un qui apprenne à voler. Et encore moins les brontosaures. Non, ce sont évidemment les dinosaures théropodes, hein, la 3e branche, qui ont éventuellement donné naissance aux oiseaux. Et ça a du sens dans la mesure où si on regarde l'ADN par exemple.
Si on regarde on va faire des choses mais vraiment très simples aujourd'hui, hein. Vous imaginez bien que, comme je l'ai dit, là on patauge dans un jus où le concept même de vérité est flou. Donc on va vraiment faire très simple aujourd'hui, mais en gros si vous regardez l'ADN, vous pouvez, personne généralement ne remet en question que les analyses ADN mentent. Les analyses ADN sont formelles, c'est quelque chose qu'on ne remet pas en question. Donc une analyse ADN, ça ne ment pas, et les analyses ADN montrent que les crocodiles et les oiseaux sont proches parents. Ça, personne ne le questionne. Les crocodiles et les oiseaux ont donc un ancêtre en commun. Et comment est-ce que vous passez d'un truc qui ressemble à un crocodile à un truc qui ressemble à un oiseau? Vélociraptor ou Tyrannosaurus Rex, à savoir, bon alors plus Tyrannosaurus Rex en l'occurrence, à savoir un truc qui ressemble de manière générale à un gros lézard, donc à un crocodile, mais qui se déplace sur ses deux pattes arrière, bien érigées, comme un oiseau. Donc un truc qui est à la fois à moitié oiseau et à moitié crocodile. Tyrannosaurus Rex. Vous voyez, un gros lézard, avec des grosses dents, bien méchant, bien colère, comme un crocodile, mais qui se déplace exactement comme un oiseau, qui a de manière générale l'allure d'un oiseau, avec ses déplacements bipèdes et ses jambes bien droites en dessous du corps. Donc une fois, évidemment, si vous prenez les Triceratops et les Brontosaures comme archétypes des dinosaures, ça marche beaucoup moins bien. Faut quand même rendre au paléontologue ce qui est au paléontologue, à savoir que aucun paléontologue ne pense que les sauropodes et les ornithischiens ont donné naissance aux oiseaux. Ce sont évidemment les théropodes, tels que Tyrannosaurus Rex, qui ont fini par évoluer en oiseaux. Ceci dit, Tyrannosaurus Rex était déjà un cousin des oiseaux, pas un ancêtre. Il y avait déjà des oiseaux à l'époque de Tyrannosaurus Rex. Ça faisait longtemps que les oiseaux avaient déjà évolué à partir de dinosaures plus anciens et plus anciens et beaucoup plus petits aussi, de manière générale. Tyrannosaure était déjà un dinosaure très 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 dérivé. D'ailleurs, Darwin alors, évoquer Darwin et les dinosaures, c'est risible. C'est risible parce que en fait, l'origine des espèces, donc le livre, la théorie de l'évolution qui a rendu Darwin célèbre, est sorti à peu près en même temps que quand Richard Owen, Sir Richard Owen, a inventé le mot dinosaure. Donc Darwin et les dinosaures, globalement, ils ont juste eu le temps de se côtoyer un peu, mais pas tant que ça. Donc déjà dire d'ailleurs Darwin, là, t'es hors sujet. Je sais déjà que t'es hors sujet en balançant ça. D'ailleurs Darwin était franc-maçon. Allô, il dit qu'il voit pas le rapport. Bah moi j'ai plus qu'un seul genou. Il dit qu'il voit pas. Moi j'ai plus de genoux. Il dit qu'il voit pas le rapport. D'ailleurs Darwin était franc-maçon. Vous savez, il faut absolument caser. D'ailleurs Darwin était franc-maçon. Je savais pas où le mettre, je l'ai mis là. J'ai paniqué. Je suis désolé. Mais évidemment, je n'ai pas tout, je les ai pas lus, donc je les découvre en même temps que vous, ces articles. Enfin, j'ai survolé les 3 premiers paragraphes en me disant, waouh, ça a l'air gratiné, et puis c'est tout, en fait. Et je me suis dit, tiens, je vais en faire une vidéo, ça va être marrant. Mais effectivement, je pensais pas me marier à ce point. D'ailleurs, Darwin était franc-maçon, ça explique bien tout le mensonge de ces satanistes. Je vais pas commenter sur le fait que de toute façon tout est déjà dit. D'ailleurs Darwin était franc-maçon. De toute façon on s'en branle de Darwin. Darwin il a rien à voir avec. Dans la grande histoire des sciences des dinosaures, Darwin il a rien à voir avec. Mais alors absolument rien. Le concept même de théorie, je sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui associent le concept de dinosaure avec le concept de théorie de l'évolution. Non, en fait le concept de théorie de l'évolution, le concept de dinosaure n'a rien à voir avec le concept d'évolution dans le sens où que les dinosaures aient existé ou pas, en fait, ça ne change rien à la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution existerait très bien en l'absence de dinosaures. La théorie de l'évolution, à la base de la base, puisqu'on parle de Darwin, à la base, c'est une théorie qui explique pourquoi la biodiversité. Voilà.
C'est une théorie qui explique l'origine de la biodiversité. Or, la biodiversité, par définition, est moderne, est vivante. C'est la biodiversité qu'on voit aujourd'hui, qu'on essaye d'expliquer avec la théorie de l'évolution. Ou en tout cas, à l'époque de Darwin, c'était ça. Depuis, on a fait tellement de découvertes de fossiles qu'on a intégré les fossiles à la théorie de l'évolution. D'ailleurs, chaque nouveau fossile aurait pu très bien démontrer que la théorie de l'évolution était fausse, mais ça n'est jamais arrivé. Mais si vous voulez, les fossiles sont plus une épine dans le pied de la théorie de l'évolution à la base qu'autre chose. À la base, la théorie de l'évolution, c'est juste le vivant. C'est juste ça qui l'intéresse, la théorie de l'évolution. À l'époque de Darwin, en tout cas, il y a que ce qui existe. Parce qu'à l'époque de Darwin, le problème, c'est qu'il connaissait si peu de fossiles que tout semblait venir de nulle part dans le registre fossile parce qu'il n'y avait pas d'intermédiaire. Alors, c'était vrai. Je viens de dire qu'il n'y avait pas d'intermédiaire à l'époque de Darwin. C'était vrai seulement à la première édition de l'origine des espèces. Arrivé en 1800, donc la première édition de l'origine des espèces, c'était 1859, je crois. Arrivé en 1862, on a découvert Archaeopteryx, et Archaeopteryx, qui a un squelette de dinosaure avec des plumes d'oiseau, donc un intermédiaire. Donc à partir de là, le registre fossile a commencé à donner des preuves que les espèces évoluaient. C'est à partir d'Archaeopteryx. Mais encore une fois, Archaeopteryx n'a d'intérêt pas parce que les dinosaures, mais parce que les oiseaux. Archaeopteryx, il n'est intéressant que parce qu'il explique l'origine des oiseaux modernes. Pas parce qu'il dit les dinosaures se sont transformés en oiseaux. Ça pourrait être n'importe quel autre groupe d'ailleurs. Pendant plusieurs décennies après Darwin, les gens ont pensé que les oiseaux descendaient des tecodontes, pas des dinosaures. Donc les dinosaures n'ont vraiment rien à foutre dans cette histoire. donc dire Darwin était franc-maçon et sataniste, même si c'était vrai, on s'en branlerait. C'est ça aussi qu'il faut arriver à... Ça permet aussi de discerner tout un tas de sophismes. Donc encore une fois, que ce soit du troll ou pas, c'est des sophismes qu'on lit réellement dans la littérature créationniste. Ça, un Darwin franc-maçon, Darwin sataniste, c'est des trucs qu'ils disent en vrai, les créationnistes. Et en fait, ça ne change rien. C'est pas Darwin aurait pu être alcoolique et marié à sa cousine, ça c'était vrai. Que ça change rien. Oui, Darwin s'est marié à sa cousine. Oui, qu'est-ce qu'on en a à cirer? En quoi ça change l'idée qui a été reprise par d'autres chercheurs? Si vous pensez que Darwin n'était pas sérieux, d'autres chercheurs ont repris l'idée après lui, plus sérieux que Darwin, et ont confirmé qu'il avait raison. Il y a un autre chercheur, Wallace, qui, lui, n'était pas sérieux pour le coup, et qui a eu la même idée que Darwin en même temps. Je dis qu'il était pas sérieux parce que Wallace, il était connu pour être versé dans le spiritisme et d'autres formes de sciences occultes un peu zarbi. Enfin, des sciences occultes. Vous savez, à l'époque, on appelait ça des sciences occultes. Aujourd'hui, on appelle ça des conneries. Mais bref. Donc, la théorie de l'évolution, de toute façon, n'est pas attachée à Darwin. Encore une fois, on a fait une vidéo qui s'appelle Ficher la paix à Darwin, précisément pour dire arrêtez d'attacher la théorie de l'évolution à Darwin, c'est fini. C'était vrai à l'époque de Darwin. Aujourd'hui, la théorie de l'évolution, elle appartient à tous les chercheurs et toutes les chercheuses en sciences de l'évolution, pas seulement aux paléontologues, et cette théorie de l'évolution, elle est universellement acceptée par tous les gens qui sont compétents pour juger de sa qualité. C'est-à-dire pas n'importe qui. Parce qu'il faut quand même avoir des bollocks en acier, faut quand même avoir confiance en la compétence qu'on n'a pas pour s'exprimer publiquement pour dire que Darwin avait tort. Ça aussi, on me reproche beaucoup d'être... de manquer d'humilité, vous voyez, d'affirmer des choses. Mais c'est pas moi qui manque d'humilité c'est pas moi qui manque d'humilité quand je débunk des gens qui se prétendent plus compétents que les spécialistes du sujet sur lequel ils s'expriment. C'est eux là qui sont sur les plates-bandes qu'ils ne méritent pas d'arpenter, si vous voulez. C'est eux qui manquent d'humilité. L'humilité, les chercheurs, ils en ont suffisamment pour ne serait-ce que ne pas s'exprimer sur des sujets dans lesquels ils sont pas compétents. Ça, c'est de l'humilité. J'ai pas à montrer de l'humilité sur un sujet que je maîtrise. Là, ces gens-là feraient mieux, là, celui-là, il ferait mieux si du moins il est pas premier, si du moins il est premier degré. Les gens comme ça devraient faire preuve d'humilité en la
fermant. Exactement comme il lui a été conseillé de le faire dans le premier commentaire, en dessous de cette purge. Bref. On continue. On n'a jamais trouvé de squelette complet de dinosaure. Jamais. Vous vous rappelez quand je parlais de la curiosité tout à l'heure, le mec n'a même pas eu la curiosité de googler squelette complet de dinosaure. C'est quand même un truc. Alors, squelette complet de dinosaure. Squelette complet de dinosaure. Bon bah voilà, hein, des squelettes complets de dinosaures. Alors oui, on va me dire, oui mais ceux-là ils sont fabriqués en Chine. Ah, tu veux un squelette complet de dinosaure encore dans la roche. Eh ben vous allez au Dinosaur National Monument aux États-Unis, hein, parce que déjà les États-Unis et les Chinois globalement ils sont un peu en froid, hein, donc ils risquent pas d'avoir échangé des dinosaures. Et puis en plus, là, les dinosaures, ils sont directement dans le caillou. Donc là, il n'y a aucun moyen que les machins soient en plastique. Ils les ont même pas sortis de la roche. Ils sont encore encastrés dedans. Vous avez tout un mur complet, recouvert d'ossements de dinosaures, des squelettes complets, et c'est complètement accessible. Donc là, même si tu me crois pas, juste, tu te payes un petit voyage aux États-Unis, et tu vas voir par toi-même. Donc là, 1500 os de dinosaures, bim, encastrés dans la roche. C'est là, c'est accessible. Et si vous voulez en savoir plus, c'est Dinosaur National Monument. Là, regardez, voilà, ça, c'est tout articulé, là, c'est magnifique, là, une colonne vertébrale, vous avez, hop, les os du bassin, vous avez tout est là. Regardez, le crâne, bim, il est là, le crâne, et puis vous en avez plein d'autres. Donc à la Carnegie Quarry, ils ont fait exprès de laisser, en fait, des dinosaures en place dans la carrière, et voilà ce que ça donne. Tada. Donc ils ont déterré le machin et ils les ont laissés tout en place. Et le dinosaure est aussi complet qu'il puisse l'être. Et évidemment, il n'y a pas que les Américains, parce que immédiatement on va me dire « Ah ouais, mais c'est les Américains, ils ont tout fake. » Bah non, regardez, même en Afrique du Sud, là je vous mets une vidéo d'un squelette complet de Massospondylus qui a été découvert en Afrique du Sud et qui est totalement là, totalement complet, totalement articulé. Il n'y a pas vraiment à tortiller du cul sur le fait que ce truc est totalement authentique. Donc je sais pas. Faut vraiment avoir jamais ouvert le moindre bouquin en fait pour dire on n'a jamais trouvé de dinosaures complets. C'est pas vrai, on en a des centaines de dinosaures tout à fait complets. Que des représentations issues de l'imagination des scientifiques avec à peine 2 ou 3 fossiles, ce que vous voyez dans les musées n'est pas authentique. Alors ce que vous voyez dans les musées n'est effectivement pas toujours authentique. Il y a 2 types de choses qu'on met dans les musées, les moulages et les vrais fossiles. On reconnaît la différence entre les deux, du moins en tant que visiteur, parce qu'en tant que paléontologue, nous on a l'œil et on voit tout de suite lesquels sont des moulages et lesquels sont des vrais. Mais quand on est un visiteur, on voit la différence de façon très simple. Les vrais fossiles sont derrière des vitrines. Les moulages, si vous pouvez le toucher, c'est un moulage. Parce que c'est comme ça. Parce que on a beaucoup trop de mauvaises expériences avec des gens qui se servent, vous voyez, qui prennent des morceaux et puis qui s'en vont avec. Le Diplodocus, par exemple, de la galerie d'anatomie comparée au Muséum d'histoire naturelle de Paris, au Jardin des Plantes, c'est un moulage. Un moulage, c'est pas un faux. C'est une copie d'un vrai fossile. Donc j'en avais parlé dans cette vidéo, en fait, de la différence entre l'original et le faux. Vous voyez, ça c'est le vrai fossile. Vous voyez bien le cerveau ici. C'est pas le cerveau fossilisé, c'est la boîte crâne. Et là, vous avez le moulage. Donc là, vous avez les deux. Vous avez le vrai, vous avez le moulage. Le vrai, le moulage. C'est un moulage, c'est une copie à l'identique de l'original. Et la différence, encore une fois, c'est que l'original est derrière la vitre et la copie, elle, vous pouvez la toucher. Parce que on veut pas finalement endommager l'original. Donc ça, c'est pas l'original, celui que je tiens dans la main. Ça, celui qui est derrière la vitrine, c'est l'original. C'est le vrai fossile. Donc il faut quand on vous dit, donc là, dans l'absolu, oui, ce qu'on vous montre, effectivement, dans les musées n'est pas authentique, dans la mesure où c'est un moulage. Mais un moulage, c'est une copie conforme à l'original.
Et c'est pas pour vous tromper qu'on fait ça, c'est juste pour préserver l'original. Parce que l'enfant de Tang, il a une histoire un petit peu triste. C'est que vous voyez les petites incisives là. Et ben en fait il y a tout un tas de chercheurs qui sont venus étudier l'enfant de Tang et qui ont pris des mesures sur la taille des incisives notamment. Et ils ont fait ça avec des pieds à coulisses. Et les pieds à coulisses en fait ont endommagé. Les pieds à coulisses c'est deux griffes de métal qui permettent de mesurer très précisément quelque chose de très petit. Donc ils ont utilisé un pied à coulisses à chaque fois, et donc des générations et des générations de chercheurs étant passés par là pour étudier l'enfant de Tang depuis sa découverte en 1924, donc aujourd'hui ça fait presque 100 ans maintenant, on finit par bouffer les incisives. On voit bien d'ailleurs là les incisives, comment elles sont rognées sur les côtés. Et de fait, comme on a les mesures qui ont été faites par tous ces chercheurs ont été enregistrées dans la littérature, puisqu'à chaque fois ils mesuraient et puis ils publiaient leurs résultats, en fait on arrive à suivre la réduction de la taille des incisives en fonction, au fur et à mesure qu'elles étaient étudiées, et que du coup le côté des incisives se faisait bouffer par les pieds à coulisses. Donc ça endommage les fossiles de les toucher, de les sortir, etc. Donc on préfère, quand on les met en exposition, on préfère soit les mettre derrière des vitrines, soit mettre des moulages qui eux au moins sont remplaçables. Alors que l'original des fossiles est irremplaçable. Les fossiles, c'est pas parce qu'on trouve plusieurs fossiles d'une même espèce que chaque fossile n'est pas unique, hein. Chaque fossile est issu d'un individu. Cet individu avait un code génétique qui, comme tous les codes génétiques, était unique à cet individu. Donc chaque fossile est unique. Les fossiles ne sont pas une denrée remplaçable. Donc la raison pour laquelle on vous montre des copies de fossiles, c'est parce que chaque fossile est une denrée complètement non renouvelable. Bref, donc les représentations issues de l'imagination des scientifiques, alors ce ne sont pas les scientifiques qui font ces représentations, c'est pareil, ce sont des paléo-artistes. Donc ces représentations, d'ailleurs, beaucoup de scientifiques sont assez peu contents généralement des représentations que font les paléo-artistes de leurs dinosaures. Donc on va éviter de toucher ce sujet-là, mais encore une fois, le fait qu'ils s'imaginent que les représentations soient faites par les scientifiques, ça montre une certaine ignorance de ce dont ils parlent. Et puis 2 ou 3 fossiles, c'est le même mythe séculaire du paléontologue qui travaille sur 3 rogatons, hein, on va pas revenir là-dessus. Il n'y avait rien sur Terre il y a 30 millions d'années. Ça me fait rire, pas parce qu'il y avait quelque chose sur Terre il y a 30 millions d'années, ça me fait rire parce que parler des dinosaures et dire 30 millions d'années, faut vraiment être... retenir l'insulte. Retenir l'insulte, mais rappelez-vous quand même qu'on est dans le fond du bidet, là. Hein. Là, on est vraiment au fond du bidet, et alors c'est pas un bidet d'hôtel 4 étoiles, hein, d'après ce que je viens de lire. Là, on est plus dans le bidet de chiottes publiques en Tchécoslovaquie, mais pas à Prague. Vous savez, dans un vieux village soviétique abandonné. On est dans les chiottes de Tchernobyl, voilà. Les WC publics de Tchernobyl juste après la catastrophe, quand la merde était encore fraîche, mais quand elle était déjà radioactive. Wow. Donc il y a 30 millions d'années, les dinosaures non aviens avaient disparu, hein, puisque on parle des gros lézards, c'est lui-même qui a parlé de gros lézards, donc il n'inclut pas les oiseaux dans le tas. Donc on n'est pas sur on est sur les dinosaures les vrais, ceux du Mésozoïque, et donc il y a 30 millions d'années, on n'est plus au Mésozoïque, on est au Cénozoïque, les dinosaures ont déjà disparu. Alors il n'y avait rien sur Terre. À la limite, il aurait dit il n'y avait pas de dinosaures sur Terre il y a 30 millions d'années, j'aurais dit oui, no shit Sherlock, mais là il n'y avait rien sur Terre il y a 30 millions d'années. Les dinosaures, tels que les décrivent les scientifiques, n'ont jamais existé, c'étaient des créatures reptiliennes à 3 têtes, parfois volantes ou même marines, d'énormes serpents de mer répugnants. Hein? Pourquoi? Ah ouais, là, il est en train de rentrer dans un autre délire, du coup. Alors, les dinosaures tels que les décrivent les scientifiques n'ont jamais existé, c'était des créatures reptiliennes à 3 têtes. Alors, s'il y avait des créatures reptiliennes à 3 têtes volantes marines, de serpents de mer répugnants il y a 30 millions d'années, cela contredit totalement l'idée qu'il n'y avait rien. C'est quand même assez formidable d'être teubé au point de se contredire en une phrase.
Ça demande quand même un talent non négligeable. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il va nous expliquer, c'est qu'il nous a expliqué avant, donc les paléontologues, ils inventent des dinosaures à partir de 3 petits rogatons, donc ignorant complètement l'existence de dinosaures complets, évidemment. Donc ils inventent des dinosaures à partir de 3 petits rogatons, et nanani, et nanana. Et puis donc il va partir a priori sur non, en fait c'était des créatures à 3 têtes reptiliennes, et les preuves qu'ils existaient sont néant. T'es sûr? Donc à la place des dinosaures dont on a quand même des preuves, donc dans son état dans son état psychique un peu dérangé là, si c'est pas des dinosaures qui existent réellement parce qu'on en a des preuves, même s'il s'agit de 3 petits rogatons, alors ce sont des créatures marines reptiliennes à 3 têtes, donc Ghidorah, King Ghidorah dans Godzilla. Ça, par contre, ça a existé, mais la preuve, vous la verrez dans un autre épisode, a priori. D'où viennent-ils? Alors, se poser la question d'où viennent les animaux imaginaires que tu viens d'inventer dans la phrase précédente, c'est justement concept de réalité, hein. Avant de se demander d'où qu'ils viennent, on va se demander s'ils existent vraiment. Mais non, lui, il préfère sauter directement à d'où viennent-ils. Eh bien, durant les débuts de l'humanité, les anges déchus, c'est un dévot, c'est un bigot. On est sur du bigot. Sur jeuxvideo.com, il y a des bigots. C'est bizarre, ça. Mais les jeux vidéo, c'est pas démoniaque? Je croyais que c'était démoniaque, moi, les jeux vidéo, ça vous éloigne de Dieu, normalement, les jeux vidéo. Pourquoi vous mettez des messages bigots sur jeuxvideo.com? Bon. D'où viennent-ils? Eh bien, durant les débuts de l'humanité, les anges déchus sont descendus sur la Terre en pleine décadence et ont fécondé des femmes, donc il n'y avait pas d'hommes mais il y avait des femmes, pour donner naissance à la race des Néphélim. Ce sont les géants répugnants. Ah bon, au-dessus c'était des lézards répugnants, maintenant c'est des géants, maintenant c'est des humains géants. Et les Néphélim ont fécondé des animaux qui ont donné les dinosaures. Je croyais que les dinosaures n'existaient pas. Ah, je vous ai dit, là, on touche au concept de réalité même, c'est-à-dire que il nous invente des anges déchus dont il n'a pas la preuve, des Néphélim dont il n'a pas la preuve, et ces Néphélim dont il n'a pas la preuve de l'existence, et ces Néphélim ont donné les dinosaures dont il vient de nous expliquer au-dessus que les dinosaures, ça n'existe pas, en fait. Ça a été inventé à partir de 3 petits bouts de cailloux. Faut savoir, c'est soit ça a existé, soit ça a pas existé. Enfin, c'est soit ça a existé, mais on les a pas interprétés comme il fallait, soit ça n'existe pas et ça n'existe pas. Mais pas ça n'existe pas, mais en fait si, mais en fait non, mais que quand j'ai raison. Ouh. C'est prodigieux. C'est absolument prodigieux. Vous comprenez maintenant pourquoi Dieu a fait tomber le déluge face à une telle décadence. Parce que des anges déchus ont niqué des femmes et ça a donné des Néphélim. Je croyais que c'était parce que... Excuse-moi, mais dans la Bible, c'est pourtant dit que les gens étaient juste devenus des salauds. c'est pourtant assez clair, hein, je veux dire. Il a tué tous les dinosaures. Il n'y a pas une seule mention des dinosaures dans la Bible ou de quoi que ce soit qui y ressemble. Hein. Il y a un monstre par-ci par-là, mais qui ne sont jamais décrits comme des serpents à 3 têtes. Hein. Donc je vois pas d'où tu sors ça. Tous car c'étaient des créatures maléfiques et non naturelles. Voilà pourquoi Noé ne les a pas ramenés dans son arche. Ouais, je veux pas commencer à débunker des trucs pareils, hein, ça suffit. Vous voulez savoir à quoi il ressemblait? Eh bien, tournez-vous vers les plus anciennes représentations avant que les scientifiques au service des francs-maçons viennent raconter des conneries. Les plus vieilles représentations, attention, les preuves. Donc dans son petit monde fantaisiste, ça, ce qu'il va nous montrer, c'est les preuves. Les plus vieilles représentations avant que les scientifiques viennent raconter des conneries. Attention, ça... Je vais commencer par la dernière parce que la dernière elle est quand même gratinée. Donc ça c'est censé être la preuve qu'il a raison et que les scientifiques disent des conneries. Il s'agit de la sculpture du Megalosaurus réalisée sous la direction du scientifique Sir Richard Owen. Le mec est en train de vous dire, les scientifiques vont vous raconter des conneries, regardez la preuve, ça c'est ce que les scientifiques veulent vous cacher. Regardez ce que les scientifiques veulent vous cacher. Ah merde, ça c'est Megalosaurus, c'est un scientifique qui l'a fait. Ah merde. Ah le con.
Donc ça, c'est la statue du Crystal Palace de Megalosaurus, dirigée par le non moins redoutable et probablement reptilien Sir Richard Owen. Reptilien parce qu'il foutait les jetons, Sir Richard Owen. Voilà, une représentation, vous voulez que je vous montre une vraie représentation ancienne, alors peut-être pas forcément d'un dinosaure, mais au moins d'un fossile. Voilà, ce vase ici, qui avait fait la couverture d'un livre très intéressant, qui s'appelle Les premiers chercheurs de fossiles, The First Fossil Hunters, en anglais, pardon. Donc là, sur la couverture, vous voyez, c'est un vase de la Grèce antique, avec Hercule représenté en train de tuer un monstre, et ce monstre a une tête de fossile. Vous voyez, il est dans un bout de falaise, et vous voyez le crâne fossilisé qui dépasse. Et donc là, vous le voyez encore une fois un peu mieux. Donc ça date de l'époque de la Grèce antique. Ça, c'est une vraie représentation ancienne de fossiles. Rien à voir avec les années 1800. Hein. Donc là, pareil, on est sur quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus ancien niveau timing. C'est aussi pour ça que c'est intéressant d'aborder cette théorie un peu fumeuse, parce que ça remet aussi en perspective l'histoire des sciences. C'est-à-dire que la plupart des gens s'imaginent que la science est née de nulle part dans les années 1800, alors qu'en réalité ça a été un build-up depuis le début de la Renaissance assez long et assez compliqué, et qu'il y a eu avant eux les Grecs qui ont découvert des choses, mais que ça a été oublié entre les deux, qu'il y a eu l'âge d'or de l'islam aussi pendant le Moyen-Âge européen. Donc pendant ce temps-là, il y a eu la période qu'on appelle l'âge d'or de l'islam, où notamment à Bagdad, on avait des universités avec des gens qui étudiaient la médecine, les maths et un petit peu la biologie. Bon, la biologie, n'étant pas une science dure, a été un peu le parent pauvre de cette histoire, mais la médecine, les maths, la biologie, tout ça, c'était des choses qui étaient étudiées. L'astronomie, énormément. Avec notamment, pour les plus connus, Averroès, qui pour le coup n'était pas à Bagdad, il était en Espagne, lui, mais voilà, il y avait Averroès, qui est l'un des plus connus de ces savants musulmans de l'époque. Donc, de l'époque médiévale. Donc c'est bien de remettre en fait en perspective cette dimension historique. Et là, du coup, c'est la tentative de perspective historique, mais pété du cul, parce que c'est pas de bol. Toutes ces représentations ont été finalement réalisées pendant l'ère scientifique, en fait. L'ère scientifique avait déjà commencé à l'époque, donc en réalité, pour avoir raison, il aurait fallu que tu nous montres des images qui datent de l'ère pré-scientifique. Mais alors en plus, croire avoir raison en nous montrant une reconstitution de dinosaures commandée par Sir Richard Owen, le créateur du mot dinosaure, faut vraiment avoir des bollocks en acier trempé pour balancer une connerie comme ça en croyant que ça va passer crème, hein, là. c'est juste prodigieux, quoi. Ces représentations sont issues de l'ère où les scientifiques n'étaient pas encore athées, donc pas encore pourris par les francs-maçons. Ah, ces salauds d'athées, encore eux. Ah. C'est-à-dire que il est quand même capable de te dire, il n'était pas encore athée, donc pas encore pourri par les francs-maçons, alors que au-dessus, il a dit que Darwin était franc-maçon, mais alors Darwin, dans le genre athée, c'était pas du tout le cas. Darwin n'était pas du tout athée, au contraire. Hein. Darwin, il était fortement croyant, et ça l'a bien fait chier d'ailleurs d'avoir eu l'idée de la théorie de l'évolution, ça l'a bien fait chier en l'occurrence. Et du coup, il était pas du tout athée, Darwin. Darwin, il a même fait des études en théologie, c'est vous dire, hein, s'il était croyant. C'est de là que viennent les dragons. Ah, bah, j'imaginais bien qu'on allait nous parler de dragons, dont le mythe est présent dans toutes les cultures du monde. Effectivement. Et il y a même un article qui a été écrit par un chercheur français qui s'appelle Julien Duy, qui nous explique comment ça se fait que toutes les cultures du monde ont des dragons. Et ben, d'ailleurs, je vois qu'il en a fait une vidéo, donc peut-être qu'on va pouvoir se regarder cette vidéo. Le mythe du dragon, à l'origine, serait plutôt c'est juste le son. Le mythe du serpent, hein, le dragon étant une particularisation du serpent. J'ai utilisé des outils qu'on utilise normalement en biologie
en génétique des populations par exemple, et qui permet de faire les fameux arbres de la vie que tout le monde a rencontré un jour ou l'autre à l'école. Et en utilisant les différents types de dragons, plusieurs bases de données, les différents types de dragons à travers le monde. Donc il a fait ça dans l'article qui est en train de charger. Chaque dragon, serpent à travers le monde, en variant la définition du dragon, parce que le terme dragon même peut être pris de différentes façons. J'ai reconstruit plusieurs arbres, et tous ces arbres m'ont donné le même résultat. La proto-mythologie du dragon serait d'origine africaine, aurait suivi les hommes lors de l'Out of Africa, et serait diffusée à travers le monde. Alors le dragon... Voilà, c'est exactement ce que je vous montre à l'écran. Donc, il a écrit cet article qui s'appelle... En plus, c'est en français, donc il n'y a vraiment aucune raison de ne pas l'avoir lu. Le motif du dragon serait paléolithique, mythologie et archéologie. Donc il a effectivement pris tous les mythes connus dans le monde qui parlent des dragons ou de lézards géants tueurs de manière générale, hein, puisque le dragon diffère énormément selon qu'on est en Europe ou ailleurs. Par exemple, en Chine, ce qu'ils appellent un dragon ressemble plus à un serpent ou à un lézard avec des toutes petites pattes que réellement un dragon tel qu'on le conçoit en Europe. La vouivre elle-même n'est pas exactement la même chose que le dragon qui a lui 4 pattes et une paire d'ailes. La vouivre, elle a juste une paire d'ailes à la place des bras. Donc les dragons, c'est un motif qui varie énormément dans la mythologie. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a reconstitué, vous voyez, 7 arbres phylogénétiques en codant en fait les différentes caractéristiques des dragons et des histoires qui y sont associées. Donc il a fait une phylogénie des dragons, et cette phylogénie s'enracine en Afrique. Et donc là vous avez ce qu'il disait, l'Out of Africa, donc quand la mythologie est sortie d'Afrique et s'est répandue à travers le monde, donc déjà à travers l'Eurasie, en Chine, au Japon, en Australie, et ensuite en Amérique. Vous voyez qu'après on a en Amérique ici toutes les cultures américaines. Donc ici on peut dire que le mythe était là à la dispersion en Amérique, c'est-à-dire il y a 25-30 000 ans, et là on peut dire que l'Out of Africa c'était il y a à peu près entre 100 et 200 000 ans, parce que c'est très discuté quand l'Out of Africa a réellement eu lieu, entre 80 et même, j'ai même envie de dire entre 80 et 200 000 ans maintenant, parce qu'on sait qu'il y a eu plusieurs événements de dispersion de l'Out of Africa, mais bref. Donc il y a une explication tout à fait rationnelle à pourquoi toutes les cultures humaines ont un mythe du dragon, et c'est parce que ce mythe du dragon est ancestral à l'humanité. En fait, les gens qui sont originaires d'Afrique se sont ensuite dispersés à travers le monde, les gens, le Homo sapiens, je veux dire, au Paléolithique, et ont emporté avec eux cette histoire de serpents géants, de reptiliens géants, plus ou moins mangeurs d'hommes, plus ou moins protecteurs, sachant que ce que dit Julien Douy dans cet article, c'est que le mythe ancestral, en fait, des dragons, alors vous voyez que c'est plein d'analyses statistiques, c'est quand même autre chose que Gugus sur jeuxvideo.com qui vous balance ses spéculations à la tronche sans autre forme de procès, hein. Mais vous voyez donc cette culture des dragons, et vous voyez qu'il y a même des preuves archéologiques à la clé, notamment dans les grottes où on retrouve des rites, des traces de rituels liés au serpent. Donc là, en l'occurrence, la décapitation d'un serpent au Tuc d'Adoubert, qui est donc un site paléolithique dans lequel il y a eu des rituels de mutilation de serpents justement pour accéder à l'eau, parce que le dragon c'est l'eau. C'est quelque chose que le motif européen médiéval a oublié. Enfin, européen médiéval idéalisé dans les années 1800 par des romantiques. Hein, faut bien rappeler ça aussi, c'est que le motif du dragon aujourd'hui c'est un motif caricatural du motif médiéval qui a été caricaturé en l'occurrence dans les années 1800. Et donc le mythe ancestral en fait c'est le serpent, en gros c'est le serpent arc-en-ciel gardien des sources. Ça c'est le mythe ancestral du dragon qui a été emporté et qui a muté de la même façon, qui a été emporté par les humains, donc qui a évolué avec les humains et qui a lui aussi muté pour devenir les différents mythes de dragons qu'on retrouve à travers le monde aujourd'hui. Donc c'est pas de là que vient le mythe des dragons. Et on avait aussi fait d'ailleurs une vidéo, on l'a même refait 2 fois parce que la première version de la vidéo le son était un peu trop mauvais et pareil il y a eu des nouvelles découvertes qui ont été faites entre temps, mais on avait fait toute une vidéo où on explique copieusement que le mythe des dragons n'a jamais été inspiré par le moindre dinosaure. Fondé en 1250 au Moyen-Âge, après qu'un terrible dragon ait été terrassé
terrassés là sous les assauts de preux chevaliers. Une statue monumentale et grandeur nature a même été érigée Écoutez sur la bien. place du village en 1590 pour commémorer ce haut fait. Et voici qu'en 1335, un carrier découvre le crâne d'une bête énorme qu'on attribua immédiatement au dragon. Pendant 5 siècles, cette pièce magnifique a été fièrement exposée dans le hall de l'hôtel de ville comme témoignage du triomphe des Klagenfurtois sur la terrible bête. Il faudra attendre 1840 pour qu'enfin un paléontologue de passage identifie formellement la bête. Il s'agit d'un crâne de... Un dinosaure. Et non, d'un rhinocéros laineux. Voilà. Donc ça, c'est que un des multiples exemples de soi-disant dragons inspirés par des fossiles, parce qu'il y en a des dragons qui ont été inspirés par des découvertes de fossiles. Aucun de ces fossiles n'est jamais un dinosaure. On n'a jamais eu en Europe ni en Amérique d'histoire de dragon associée à un fossile de dinosaure. Les seules fois où c'est arrivé, c'est en Chine, parce que pour les Chinois, littéralement, tous les ossements fossiles sont des os de dragon. Ils les utilisent dans la médecine traditionnelle, donc tous les ossements fossiles sont des os de dragon, c'est ce qu'on illustre ici. Ah non, là, c'est l'homéopathie à base d'ossements de T-Rex, autant pour moi. Oui, le ridicule ne tue rien. Voilà, les longus, donc longus, les ossements fossiles, qu'ils appellent ça des ossements de dragon, et donc dans le tas, il y a surtout des fossiles de mammifères, parce qu'ils exploitent ça dans des grottes, et que les grottes, c'est les mammifères, c'est accumulé au Cénozoïque, généralement au Quaternaire, voire un peu plus ancien, mais rarement beaucoup plus ancien que le Quaternaire. Donc c'est généralement des ossements fossiles de mammifères qui forment des os de dragon, mais bah évidemment, comme ils appellent tous les ossements fossiles des os de dragon, bah de temps en temps, quand ils tombent sur un fossile de dinosaure, ils appellent aussi ça un os de dragon. Donc c'est la seule fois où réellement des os de dinosaures sont associés à des os de dragon, et c'est plus accidentel qu'autre chose. Vous avez aussi une histoire associée à Fafnir en Bavière. Donc Fafnir, c'est aussi un dragon, mais c'est un dragon dont on connaît très bien l'origine mythique. C'est pas un dragon qu'on suppose réellement avoir existé. Mais bref, il y a Fafnir, où il y a une histoire associée à Fafnir en Bavière qui est associée à des empreintes de dinosaures. Et c'est à peu près la seule occurrence en Europe qu'on a d'association entre des fossiles de dinosaures et des dragons. Les autres dragons, ils ont tous été inspirés par des mammifères. Par des ossements de mammifères. Donc pas de dragon dans cette... Là, par exemple, où est-ce qu'on parle, ce qu'on dit là, c'est qu'à Saint-Laurent-de-Trèves, ça c'est bien parce que c'est un exemple français, c'est en Lozère. Vous avez les empreintes de dinosaures de Saint-Laurent-de-Trèves qui sont très très connues, et ça a été associé à Gargantua, donc à un être humain géant, pas du tout à un dragon. Donc il y a aucun fossile de dragon ou presque aucun fossile, il y a aucun fossile de dinosaure ou presque aucun qui a été associé au mythe des dragons. Donc ça c'est une énorme connerie. Ça a été débunké. Je peux même me vanter d'avoir publié un article sur le sujet, un article publié dans une revue à comité de lecture, le Mésogée du musée d'Aix. Article que je vous présente à l'écran maintenant, voilà, dans la revue Mésogée, volume 70. Un folklore lié aux fossiles, la mauvaise interprétation des fossiles du Mésozoïque n'est pas responsable du mythe de la Tarasque et des autres dragons en France. Donc voilà où la question justement de est-ce que les fossiles de dinosaures inspirent les fossiles de dragons. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'histoires de dragons en France. Eh ben il n'y a pas de corrélation en fait entre la distribution des histoires de dragons et la distribution des fossiles qui est représentée sur ces deux cartes ici. Ouais, et j'ai mis tout ça dans un beau tableau. Donc là, j'ai vraiment, je me suis sorti les doigts du cul pour quand même démontrer qu'il n'y avait pas de lien entre dragon et fossile, et j'aimerais bien quand même que ce soit reconnu. Zut. Bon là, l'article de blog en l'occurrence est sorti en 2015, donc il a pas eu l'occasion de voir l'article qui est sorti en 2021. Par contre, la première version de notre vidéo était déjà sortie en 2015. Donc aucune excuse, aucune pitié. L'affirmation « c'est de là que vient les dragons », c'est pas vrai. Dont le mythe est présent dans toutes les cultures du monde. D'ailleurs, certains de ces fils de Néphélim sont encore en vie. Bah, attends, Dieu a pas fait le boulot correctement? Espèce de blasphémateur? Es-tu en train de dire que Dieu, dans sa toute-puissance,
Est-ce que tu es en train de nier la toute-puissance divine? Hein? L'une des 3 propriétés fondamentales de Dieu, il est tout-puissant, il voit tout, il sait tout, et il est amour. Et tu es en train de nier que Dieu est tout-puissant et qu'il n'a pas fait le boulot correctement. Dieu, il est censé être parfait. Donc s'il reste encore des néphilim en vie, c'est que Dieu s'est planté. Espèce de blasphémateur, impie, hérétique, au bûcher! Au bûcher! Hérétique au bûcher! D'ailleurs, certains de ces fils de Néphilim sont encore en vie car ils sont immortels. C'est le but. On les trouve sous terre, dans les abysses sous-marins et même dans certains lacs profonds, le monstre du Loch Ness par exemple. Ça manquait le monstre du Loch Ness là, dans la liste des bullshit. Le monstre du Loch Ness, ça manquait. Donc, dans sa tête, il y a un monstre du Loch Ness, il est immortel et il vit tout seul dans un lac. Et tout le monde le regarde, mais personne ne le voit jamais. La raison principale pour laquelle le monstre du Loch Ness n'existe pas, et surtout dans une version où ce serait un animal terrestre qui serait réfugié dans l'eau, hein. La raison pour laquelle le monstre du Loch Ness n'existe pas, c'est parce que si on n'a pas raté les baleines, hein, les baleines, il faut qu'elles remontent pour respirer régulièrement. Donc si on n'a pas raté l'existence des baleines, il n'y a aucune raison qu'on ait raté l'existence du monstre du Loch Ness. Si on sait que les baleines existent, on devrait savoir que le monstre du Loch Ness existe. Or, je vois le mot chimpanzé dans le paragraphe d'après. Je vois le mot chimpanzé et j'ai peur. En fait, j'ai pas envie de le lire. Abonnez-vous, mettez la cloche, au revoir. Et n'oubliez pas de jouer à Merde Shadow Legend. Non, j'ai pas envie de lire le paragraphe sur les chimpanzés. Et les chimpanzés, qui sont des animaux inférieurs, sales, stupides, pratiquant la sodomie. Non, je refuse de croire que ceci a été écrit au premier degré. C'est du troll. Voilà. C'est acté. Dans ma tête, c'est fini. Si lui, il peut prendre si lui prend autant de responsabilités avec la vérité, alors j'ai le droit aussi de prendre des responsabilités, non, des libertés, pardon, des libertés avec la vérité. Moi, je prends la liberté de dire ceci est du troll, c'est pas possible. Il y a personne sur Terre qui est suffisamment stupide pour penser que les chimpanzés sont des êtres inférieurs, stupides et sodomites. Les bonobos sont sodomites, à la limite, mais pas les chimpanzés. Ils sont sales, ils sont stupides et ils sont sodomites. Jeuxvideo.com, pourquoi vous laissez ça en ligne? Donc, ces sodomites de chimpanzés ne peuvent pas être les ancêtres de l'homme. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Aucun paléontologue au monde ne te dira que les chimpanzés sont les ancêtres de l'homme. Nous sommes les cousins des chimpanzés. Les chimpanzés sont notre groupe frère. Nous n'avons aucun de nos ancêtres n'était un chimpanzé. Notre ancêtre en commun avec les chimpanzés devait peut-être éventuellement ressembler à un chimpanzé, mais ça on n'en sait rien. Je veux dire, fondamentalement, on ne sait pas si l'ancêtre en commun des chimpanzés et des humains ressemblait plus à un chimpanzé ou plus à un être humain. Donc en l'absence d'explication, on va dire 50-50. Vous avez l'école qui dit qu'il était déjà bipède, et vous avez l'école qui dit que non, il n'était pas bipède. Donc à partir de là, mais l'une comme l'autre étant basée sur pure spéculation, moi je suis plus de l'école qui dit qu'il n'était pas bipède, l'ancêtre en commun des chimpanzés et de l'être humain, parce que le groupe frère des chimpanzés n'est pas bipède, à savoir les gorilles, et que le groupe frère des gorilles, des chimpanzés, des humains, à savoir les orang-outans, ne sont pas bipèdes non plus, et ainsi de suite. Et aussi loin qu'on puisse remonter dans les primates, il n'y a pas d'autres bipèdes que l'être humain. Mais bon, il y en a qui disent que les chimpanzés, ils sont capables d'une bipédie partielle au moins, donc non obligatoire, et que donc ça montre bien que l'ancêtre en commun était bipède. Donc il y a le pour et il y a le contre. Moi, je suis plus de l'école phylogénétique que de l'école fonctionnelle. Mais bref, il y a le pour et il y a le contre, et je suis capable de l'admettre. Mais dire que les chimpanzés sont l'ancêtre de l'homme, ça par contre personne n'a jamais dit ça.
Donc c'est une grosse connerie, non? Enfin, c'est pas une grosse connerie de dire que les chimpanzés ne sont pas l'ancêtre de l'homme, c'est vrai, mais jamais personne n'a dit le contraire, en fait. C'est juste ça, c'est encore une fois, c'est une vision caricaturale de la théorie de l'évolution par quelqu'un qui n'y connaît rien. Faut pas... c'est un truc que je dis et que je ne répéterai jamais assez. Faut pas prendre votre ignorance, messieurs les créationnistes, faut pas prendre votre ignorance de la réalité comme une ignorance générale. C'est votre ignorance à vous, c'est votre responsabilité. C'est tout. Ça n'engage que vous. Vous êtes trop bête pour vous renseigner, vous n'êtes pas assez curieux pour vous renseigner. Tant pis. Mais c'est pas parce que vous ne savez pas que personne ne sait. En l'occurrence, il y a des gens dont c'est le métier de savoir ces choses-là, et ils sont tous d'accord les uns avec les autres. On sait que les chimpanzés ne sont pas les ancêtres de l'homme. Merci, au revoir. Ils se comportent comme Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'est des villes, hein. Ils se comportent comme les gens de Sodome et Gomorrhe, à la limite. Et les soi-disant australopithèques sont issus de la lignée maudite de Caïn, le premier meurtrier. Il a placé un signe sur eux qui est la laideur. Par ailleurs, oh, c'est pas gentil. C'est rien qu'un chimpanzé, mais il est joli. Il dit les australopithèques, ils sont pas beaux. Comment tu sais que les australopithèques ils étaient pas beaux, t'en as jamais vu un? Par ailleurs, les descendants de Caïn, Caïn dont la preuve de l'existence, s'il vous plaît, de Caïn. Quelqu'un au fond? Non? Personne? Donc, en matière de preuves solides, pour l'instant, les 3-4 fossiles dont il parlait tout à l'heure, c'est le mieux qu'on a. D'accord. Non, mais je voulais être sûr. Parce que faut quand même rappeler qu'à la base, la protestation, c'est, on a que 3-4 fossiles, donc les dinosaures n'existent pas. Et là, ils nous balancent des trucs, c'est de la mythologie, hein. Caïn, c'est de la mythologie, les preuves, il y en a absolument pas. C'est-à-dire que c'est le zéro absolu de la preuve. Donc 3 fossiles, ça gagne. C'est que 3 petits fossiles de merde, mais ça gagne sur 0. 3, c'est supérieur à 0. Si c'est vrai. Et au fur et à mesure, les siècles passèrent, sont devenus des monstres horribles, encore plus laids, et certains se sont croisés avec des anges, des Shu ou des Néphélim. Non mais là, il est même pas cohérent avec sa propre mythologie. Alors, maintenant, les dinosaures, ce sont les descendants de Caïn, qui sont des australopithèques, qui se sont croisés avec les anges déchus et les Néphélim pour donner le monstre du Loch Ness. Camoulox. Ouh, bravo Jean-François, vous êtes notre finaliste. Fort heureusement, ils ont été exterminés, sauf le monstre du Loch Ness, vers le haut Moyen-Âge environ. La preuve. Faut quand même avoir des balls, arriver à ce moment-là du texte pour dire la preuve. La preuve. Il y a le poème anglo-saxon. C'est pas une preuve, ça. Quelle que soit la définition que tu donnes au mot preuve, c'est juste non. Un poème ne sera jamais une preuve. De rien. À part de l'existence du poème lui-même, à la limite. Il y a le poème anglo-saxon Beowulf, qui parle de Grendel et de sa mère, les descendants de Caïn, qui sont monstrueux. Je suis presque sûr qu'un poème scandinave ne fera pas mention de Caïn. Je vais pas aller vérifier, parce que Beowulf, c'est essentiellement un film pas très bon avec Christophe Lambert, et que j'ai pas envie de me rappeler à ce souvenir désastreux. Ce sont des foutaises. Mais je suis convaincu à 90% que Caïn n'a rien à foutre dans l'histoire de Beowulf. Et les 10% qui restent, je suis prêt à les prendre si on me les donne. Mais c'est à vous un peu de vous prendre la symétrie de Brandolini, moi j'en ai marre. Les reptiliens existent également, affirmation sortie de nulle part. Ce sont des croisements entre les humains, des Néphélim et des dinosaures, mais je croyais que les Néphélim étaient les descendants des dinosaures. C'était les fils de Néphélim et d'animaux. Et ils agissent au service secret des francs-maçons, non? Ils agissent au service des anges déchus et se dissimulent dans la population en cachant leur véritable nature. Beaucoup d'élites qui restent dans l'ombre sont des reptiliens. Bon, c'est forcément du troll. C'est forcément du troll, mais à ce niveau-là, c'est œuvre d'art quand même. On le gardera. On le gardera sous forme de troll. On passe maintenant à la suite. Les dinosaures n'ont jamais existé sur Doctissimo.
Tout d'abord, pas besoin de préciser qu'il est impossible de reconstituer l'intégralité d'un animal hypothétique disparu en se basant sur quelques dents. J'ai déjà lu ça quelque part. C'est Elie Sheehan. Regardez. Dans ma vidéo, les dinosaures n'ont jamais existé, l'article de Elie Sheehan. Tout d'abord, pas besoin de préciser qu'il est impossible de reconstituer l'intégralité d'un animal hypothétique disparu en se basant sur quelques dents. C'est une hydre. Quand on lui coupe une tête, elle repousse à côté. On lui coupe la tête sur Elie Sheehan, elle repousse dans Doctissimo. En même temps, j'aurais dû m'en douter, c'est le même titre. C'est-à-dire, la personne a tellement pas de race qu'elle a plagié Elie Sheehan. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. La personne qui a fait ça, d'ailleurs, elle a préféré supprimer son profil. T'as bien fait, va te cacher, comme la poulette. Elle est bien cachée. Eh ben tant pis, on va se retaper Elie Sheehan. Donc le mythe du paléontologue qui ramasse une crotule et qui vous dit exactement à qui ça appartient, le retour, avec cette variation qui est que maintenant c'est une dent. Bah oui, mais alors une dent, ça nous dit beaucoup de choses en fait. On va, puisqu'on est sur Doctissimo, parlons caractères diagnostiques. Les caractères diagnostiques, c'est sur un os ou sur une dent par exemple. Ce sont des choses qui existent uniquement chez un seul groupe animal en particulier. Donc par exemple, si vous trouvez une dent, que cette dent est aplatie latéralement et a un bord effilé comme un couteau, un bord effilé comme un couteau avec des serrations exactement comme un couteau à viande, c'est pas une dent d'herbivore. On peut d'ores et déjà dire que ça appartenait à un animal carnivore. Si la dent en question, elle est grande comme Mac, ça appartenait pas à un animal qui faisait 20 cm. Vous voyez? C'est pas impossible de reconstituer les bordures générales d'un animal à partir de sa dent. Si la dent, elle est grande comme ça, l'animal, il faisait pas cette taille-là. Il faisait pas la taille d'une souris. Si la dent, elle est grande comme ça, il faut une bouche assortie à la taille de la dent en question. Les petits animaux avec des dents qui font 2 fois leur taille, ça n'existe pas. Donc il faut rester cohérent. Et déjà là, t'as reconstitué une bouche. Une dent, ça se balade rarement tout seul dans une bouche. Donc tu peux d'ores et déjà faire l'hypothèse que l'animal en question va avoir plus qu'une seule dent. Et puis, ces mâchoires, elles sont accompagnées d'une paire d'yeux, d'une paire de narines, au moins. Que tout ça s'était relié forcément à un cerveau, parce qu'il faut les interpréter, les données qui viennent des yeux et des narines. Donc à savoir la vue et les odeurs. Et puis, cette tête, elle se baladait pas toute seule. Et on sait que les tétrapodes, ils ont 4 pattes. Des fois moins, mais on sait au moins qu'ils ont 4 pattes. Donc s'il y a des dents, déjà, on peut au moins arriver à dire que l'animal, et c'est que du bon sens, on peut déjà arriver à dire que l'animal a plus qu'une dent, une tête, que cette tête était accrochée à un corps, et que ce corps avait 4 pattes et probablement une queue. C'est déjà pas mal. Puis alors là, on parle que des dinosaures, parce que si on parle des mammifères, les dents sont tellement spécifiques à chaque groupe de mammifères, qu'en réalité, moi, vous me filez une dent de mammifère, je peux vous reconstituer effectivement l'animal en entier. Mais ça, c'est une question d'expérience. Mais ça, c'est parce que j'ai appris à le faire, si vous voulez. J'ai appris à reconnaître les animaux à partir de leurs dents. Mais même en n'y connaissant rien, même en utilisant que du bon sens, si vous trouvez une dent avec un bord tranchant, c'est une dent de carnivore. Boum, vous avez déjà reconstitué. Et en disant ça, vous avez reconstitué dans votre tête un animal carnivore, à savoir une bestiole à 4 pattes, avec une tête, des mâchoires relativement puissantes, mais pas suffisamment puissantes pour mastiquer des végétaux, comme le font les herbivores. Un animal qui va être, dans votre imaginaire, plutôt rapide, parce que c'est un chasseur, parce que c'est un carnivore. Et un animal qui va avoir un bon sens de la vue et un bon sens de l'odorat. Si vous poussez même le vice un peu plus loin, vous pourrez même imaginer qu'il a une vue binoculaire, vu que c'est un carnivore, c'est un prédateur, il a besoin d'avoir une bonne vue. Vous pouvez même aller jusque-là, sans rien savoir d'autre, et juste au bon sens, et avec un poil de connaissance générale, un poil de culture générale. Culture générale qui est morte dans cet article, évidemment, mais vous voyez, c'est juste, comme je vous le disais, encore une fois, c'est l'apologie de l'ignorance. Là, c'est même pas seulement j'étale mon ignorance, c'est j'en appelle à l'ignorance. J'appelle à l'ignorance des masses
en vous disant c'est pas possible de reconstituer un animal juste avec une dent. Et normalement, les gens, ils devraient pas dire, mais oui, c'est vrai ça. Normalement, les gens, ils devraient vous répondre, bah non, s'il y a une dent, il y a une mâchoire, s'il y a une mâchoire, il y a une tête. Ça n'a rien à voir avec des connaissances anatomiques particulières. C'est que du bon sens de dire que s'il y a une tête, il y a un corps elle est accrochée à un corps. Il y a un corps accroché dessus. J'allais dire, s'il y a une tête, il y a un corps accroché dessus. Donc non, quand on trouve quelques dents, immédiatement on s'imagine un animal, donc vous venez de reconstituer un animal hypothétique. Que cette dent soit une dent de dinosaure ou pas. Et après, quand vous avez un peu de connaissance de l'anatomie dentaire, bah vous êtes capable de reconstituer un animal beaucoup plus précisément. Mais il est encore plus douteux que d'innombrables formes intermédiaires anciennes reptiles oiseaux et reptiles mammifères nécessaires à la théorie en plein essor de l'évolution fassent d'abord l'objet d'une hypothèse et soient ensuite découvertes fort à propos par des équipes d'archéologues évolutionnistes cherchant à dessein de tels fossiles. Déjà la phrase est trop longue. Des archéologues évolutionnistes, bon bah là je vais être mal poli, ta gueule, ne t'exprime pas en public si tu crois que les archéologues sont les gens qui cherchent des dinosaures, bordel à queue. Paléontologue putain de merde. Oh. Je crois que j'ai été gros et tout vert là pendant une... Le Hulk paléontologue. Non, sérieusement, arrêtez de vous exprimer en public si vous n'êtes pas capable de faire la différence entre un archéologue et un paléontologue. Vous avez juste l'air de con. Et c'est pas bien. Faut arrêter de faire ça. Donc, ceci dit, encore une fois, on a quelque chose qui est épistémologiquement intéressant, c'est-à-dire que ils font des découvertes qui prouvent la théorie de l'évolution, parce qu'ils ont cherché à montrer qu'ils existent. Vous voyez que là, il y a du coup appel à un raisonnement qui a lieu assez fort, c'est ce qu'on appelle la théorie du renforcement. C'est-à-dire que plus on cherche quelque chose, plus on a de chances de le trouver. Ce à quoi j'ai à rétorquer, bah non. Il n'y a pas de raison a priori que le registre fossile confirme la théorie de l'évolution. Si la théorie de l'évolution était fausse, on devrait pouvoir trouver des crânes de chevaux, d'êtres humains dans le précambrien. Or, on n'y trouve que des stromatolites, c'est-à-dire des bactéries. Si la théorie de l'évolution était fausse, on devrait pouvoir trouver des dinosaures et des chats qui vivaient au même endroit, dans les mêmes couches. Ça n'arrive jamais. Si la théorie de l'évolution était fausse, il n'y a pas de raison qu'on trouve des espèces qui, même au forcing, auraient l'air vaguement intermédiaires. Il n'y a même pas de raison que ces espèces ressemblent aux espèces modernes. C'est-à-dire, si la théorie de l'évolution est fausse et qu'il y a eu des créations alternatives par le passé, des animaux qui se sont complètement éteints, déjà, si la théorie de l'évolution est fausse, il n'y a pas de raison qu'on trouve des espèces éteintes, de manière générale. Si la théorie de l'évolution est fausse et que les trucs ont été créés par je sais pas qui, je sais pas quand, ce je sais pas qui, je sais pas quand, pourquoi laisserait-il ces créations s'éteindre? Bon. Le registre fossile, c'est pas ça qu'il dit. Le registre fossile, il dit, bah, le nombre d'espèces éteintes avant est inférieur au nombre d'espèces existantes aujourd'hui. Et donc, si on regarde un graphe biodiversité ici, à la verticale en fonction du temps ici, donc les temps anciens étant à gauche, les temps les plus récents étant à droite, eh bien, on constate que la biodiversité, alors de temps en temps, elle s'effondre, c'est ce qu'on appelle les extinctions de masse, mais la biodiversité, de manière générale, elle est partie de rien, ou de presque rien, et elle est arrivée à beaucoup. Donc elle a, de manière globale, augmenté. Avec un gros crash à la limite Permien-Trias, il a fallu recommencer quasiment de zéro, et ça s'est remis à augmenter. Et ça, c'est une prévision de la théorie de l'évolution, à savoir, les espèces, la spéciation a lieu, donc le nombre d'espèces augmente. La spéciation, c'est quand deux branches de l'arbre évolutif se divisent, une espèce donne naissance à au moins deux espèces. Donc la spéciation a lieu, et donc le nombre d'espèces augmente. Ça, c'est un résultat attendu de la théorie de l'évolution. Si la théorie de l'évolution n'avait pas lieu, au mieux, ça devrait rester stationnaire, et au pire, ça devrait descendre. Si on admet que le phénomène d'extinction existe, ce qui, à l'heure où on parle aujourd'hui, est difficile à remettre en question. Donc si on part du principe que les extinctions existent et qu'il n'y a pas évolution, bah le nombre d'espèces devrait descendre.
Donc il n'y a pas de raison que le registre fossile confirme la théorie de l'évolution a priori. Et là, en fait, le phénomène que Elie Sheehan, la personne qui a posté ça sans comprendre ce qu'elle copiait-collait, en fait, est en train de nous expliquer la science, en fait. C'est-à-dire que les scientifiques pensent que l'évolution a lieu, et si l'évolution a lieu, alors l'hypothèse est que le registre fossile devrait la confirmer. Bon bah, allons voir dans le registre fossile si oui ou non ça confirme. Et si on trouve un intermédiaire reptile-oiseau, donc littéralement Archaeopteryx, ou si on trouve un intermédiaire reptile-mammifère, littéralement les reptiles mammaliens dont je suis friand, le Trinaxodon par exemple, le Dimétrodon, les dinocéphales, les dicynodontes, on en a plus qu'un d'intermédiaires d'ailleurs reptiles mammifères, hein, on a vraiment toutes. Les roches du Karoo en Afrique du Sud vraiment documentent la transition depuis un truc qu'on appellerait un reptile jusqu'à un truc qu'on appelle un mammifère de façon exquise, avec un niveau de détail mais incroyable. C'est-à-dire que pour nier que la théorie de l'évolution a lieu et à transformer ces trucs qui ressemblaient à des reptiles en des trucs qui ont fini par ressembler à des mammifères, c'est des milliers de fossiles dont il faut nier l'existence. Littéralement des milliers. On n'est pas parti du principe que ces fossiles existaient. On a fait l'hypothèse qu'ils existaient. On fait l'hypothèse qu'ils existent, on va chercher dans le registre fossile si on les trouve. Si on les trouve pas, il y a un problème avec la théorie. Si on les trouve, ça confirme, ou ça soutient au moins la théorie. Ça la confirme pas forcément, mais ça la soutient. Donc là, c'est intéressant, vous voyez, comme phrase. C'est-à-dire que ce qu'elle explique, c'est ce qui est expliqué dans cet article-là, c'est juste le fonctionnement de la science. Et oui, on fait l'hypothèse d'animaux disparus, on va voir dans le registre fossile, ils sont là, hypothèse confirmée. Donc là, c'est vraiment de l'épistémologie de base, et dire que c'est inadmissible que ça marche comme ça, bah c'est une ignorance totale du fonctionnement, de comment on sait que ce qu'on sait est du vrai sachoir. Et il est encore plus douteux que ces soi-disant fossiles aient pu exister pendant des millions d'années en restant inconnus des différentes civilisations de l'histoire de l'humanité, et qu'ils n'aient jamais été découverts avant la renaissance maçonnique évolutionniste du milieu du 19e siècle. Ils ont un truc avec les francs-maçons, hein, il y a un truc, moi je sais même pas ce que c'est qu'un franc-maçon. C'est-à-dire, s'ils avaient raison, je fais partie du complot. Moi je sais même pas ce que c'est qu'un franc-maçon. Je m'en fous. Et je m'en fous. C'est là que c'est formidable, c'est que j'ai jamais eu besoin d'être confronté à l'idée même, ne serait-ce que de me renseigner sur ce qu'est la franc-maçonnerie. Et pourtant, je suis paléontologue. Pourtant, je fais partie du complot. Donc il y a un problème dans votre complot. C'est même moi, je suis même pas au courant. Moi, on me dit rien. Ça m'énerve. J'aimerais bien savoir, moi. Donc les autres, ils font tous partie d'un club et j'ai pas été invité. Et en plus, je joue le jeu. Donc je suis en train de bosser gratos, quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non mais franchement. Donc, bah alors les fossiles aient pu exister malgré les civilisations du passé. Si seulement il existait des preuves que les civilisations antiques se sont intéressées aux fossiles. Ah mais attends voir. Je crois qu'on en a parlé dans une certaine vidéo, les dinosaures ont-ils inspiré les dragons, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, l'Asclepeion de l'île de Kos, en Grèce, donc une école de médecine antique, eh bien, ils avaient des dents de mammouth à l'intérieur, ils conservaient des dents de mammouth. Les mammouths étaient déjà des fossiles à l'époque où l'Asclepeion a été construit. L'Asclepeion, je suis pas sûr de comment ça se prononce. À l'époque où l'école de médecine a été construite, là, les mammouths étaient déjà éteints depuis longtemps. Ils ont collecté des fossiles de mammouths et les ont transportés jusqu'à l'école où ils étaient gardés pour une fonction que j'ignore. De même, voici des fémurs de rhinocéros laineux qui étaient conservés par les Mycéniens dans un temple à Nicoria. Et de même, vous avez le temple de Héra qui se trouve sur l'île de Samos. Je crois que c'est un peu avant.
Voilà le temple de Héra sur l'île de Samos, où de même on avait des fossiles qui étaient montrés, conservés et mis en exposition dans ce temple de Héra à Samos en Grèce. Les fossiles en question de Samos sont très 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 connus. Samos c'est une grande localité fossilifère, connue aujourd'hui pour être une localité fossilifère, et cela n'avait pas échappé aux Grecs antiques. Et encore une fois, il faut le répéter, c'était déjà des fossiles évidemment à l'époque de la Grèce antique. La Grèce antique, ça n'a que quelques milliers d'années, même pas, à peine plus que 2000 ans, alors que les fossiles en eux-mêmes ont des millions d'années. Donc ils étaient déjà des fossiles à l'époque des Grecs anciens. Et on a tout un livre qui s'appelle The First Fossil Hunter, donc The First Fossil Hunter, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui recense absolument toutes ces découvertes qui ont été faites par les peuples anciens, les peuples antiques du tour de la Méditerranée. Donc c'est un livre qui a été écrit par l'historienne Adrienne Mayor. Je vais peut-être vous mettre l'édition la plus récente, qui il me semble est celle-ci. Donc l'édition la plus récente de The First Fossil Hunter, qui est donc le livre qui recense toutes ces découvertes qui ont été faites par les peuples antiques. Donc les Romains, c'est écrit là, les Romains et les Grecs notamment, mais aussi en Égypte antique, puisque c'est tous les peuples périméditerranéens, en Égypte antique, et même jusqu'aux civilisations du Croissant fertile, même ceux-là découvraient des fossiles. Et tout ça est recensé dans un livre qui a été publié, la première édition que je vous ai ouvert sur cette page-là, a été publiée, il me semble, en 2010. Donc ça, c'est la première édition du livre qui était sortie. Ou alors c'est celle avec justement le vase dont je parlais tout à l'heure en couverture, là, celle-là. Mais quoi qu'il arrive, affirmer que les peuples antiques n'ont jamais découvert de fossiles, bah c'est pareil, c'est juste étaler son ignorance en espérant que personne aille vérifier l'information. En l'occurrence, c'est faux, c'est complètement faux. Les gens découvraient des fossiles bien avant l'avènement de l'ère scientifique. Ils les interprétaient autrement, ça c'est clair. Ils les interprétaient pas comme étant des restes de vertébrés anciens. On ne sait pas exactement d'ailleurs comment ils les interprétaient. On sait qu'au Moyen-Âge, ces fossiles étaient interprétés comme des géants, c'est ce qu'on dit dans la vidéo. La vidéo, les sources sont en description, évidemment. On a mis toutes les sources de la vidéo en description, donc je me sers de la vidéo ici comme source, mais c'est qu'une source secondaire. Les sources de la vidéo sont là. Voilà. Elles sont là dans la description de la vidéo. Donc ce sont au Moyen-Âge, en tout cas, on les interprétait généralement comme des géants. Et donc j'allais vous parler de la villa de l'empereur Auguste à Capri, qui est connue comme étant le premier musée à fossiles, en fait, puisque dans les ruines de cette villa, ce que nous dit Adrienne Mayor, on sait par des textes que Auguste conservait des défenses du sanglier de Calédonie, et on a trouvé dans les restes archéologiques fouillés dans la villa des défenses de mammouth qui étaient conservées dans cette villa. Donc, on pense que les défenses du sanglier de Calédonie du texte sont en fait les défenses de mammouth qui ont été retrouvées par les archéologues dans la villa Capri. Donc ça, c'est le premier musée, littéralement. C'est la première exposition publique de fossiles. Bon, en l'occurrence, c'est plus un cabinet de curiosité qu'un musée, mais c'est la première exposition de fossiles. Et ça date de l'Antiquité, ça date de l'empereur Auguste. Donc, empereur Auguste qui a vécu entre 63 avant et 14 après Jésus-Christ. Donc ça date pas d'hier, la collection de fossiles. Pourquoi les Indiens n'en ont-ils jamais découvert pendant toutes les années où ils ont arpenté les continents d'Amérique? Je me demande s'il n'y a pas un bouquin écrit une fois de plus par l'historienne Adrienne Mayor qui couvrirait cette question et qui aurait déjà fourni une réponse à la question en 2005. Voyons voir. Je vous présente, mesdames et messieurs, les légendes liées aux fossiles des premiers Américains. Bon alors, j'imagine bien que l'idée c'était de parler des Indiens au sens les Amérindiens, pas les Indiens du sous-continent indien. Ceci dit, dans le livre, encore une fois, les premiers The First Fossil Hunters,
elle parle des civilisations du sous-continent indien, en rappelant qu'il y a en Inde les Siwaliks, au pied de l'Himalaya, il y a les Siwaliks, et que donc les populations qui vivaient là avaient tout à fait conscience de l'existence de ces fossiles. Que l'article qu'on est en train de lire nous parle des Indiens du continent asiatique, ou du sous-continent indien, ou des Indiens d'Amérique, quoi qu'il arrive, Adrienne Mayor a déjà démontré que c'était des conneries, qu'on sait déjà que les Amérindiens ont découvert des fossiles, ou les Indiens. Alors les paléontologues, ils ont un peu de culpabilité là-dedans, dans le fait qu'il y a une croyance très répandue que les Indiens n'ont jamais découvert de fossiles. Ça vient, je crois, si je me rappelle bien, d'un article de 1940 qui a été écrit par George Gaylord Simpson, qui est genre l'une des plus grandes autorités paléontologiques encore aujourd'hui. George Gaylord Simpson qui avait fait un article en 1940, je crois, juste pour dire, non mais les Amérindiens, ils ont jamais rien découvert. Voilà, ils ont jamais découvert de fossiles, point. Donc si les gens, si vous voulez, qui veulent soutenir l'idée je pense pas que Elie Sheehan ait été au courant, très honnêtement, mais les gens qui veulent soutenir l'idée que les Amérindiens n'ont jamais découvert de fossiles, en fait, ils le font en citant cet article-là. Parce qu'évidemment, c'est un enjeu politique majeur, c'est un enjeu politique majeur de dire les Amérindiens ont jamais découvert les fossiles, c'est un peu c'est leur retirer en fait leur droit à une certaine connaissance de leur propre territoire, et de fait, ça diminue leur influence au niveau politique. Donc il y a quand même un enjeu politique derrière ça, il y a un enjeu limite civilisationnel derrière ça. Et donc Adrienne Mayor s'est mis à enquêter là-dessus dans les années 2000, et en 2004 ou 2005, elle a publié ce livre-là, Les légendes des premiers Américains, où elle cite copieusement des exemples de dinosaures qui sont connus et qui étaient connus des Amérindiens. Donc si vous tapez dinosaures, vous voyez le nombre, là regardez le nombre d'entrées là dans le sommaire, rien que dans le sommaire, c'est les figures. Rien que dans les figures, regardez le nombre d'entrées, je sais pas s'il y aura un sommaire du coup, mais bref, peu importe, le mot dinosaure, il y a 535 occurrences du mot dinosaure, donc oui, les Amérindiens, ils étaient très 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 au courant qu'il y avait des dinosaures chez eux. Pareil, juste pour vous montrer les exemples les plus illustratifs, on en a déjà sélectionné quelques-uns dans la vidéo sur les dinosaures et les dragons. Donc au Dinosaur Provincial Park, au Canada, les peuples amérindiens locaux vénéraient certains ossements de dinosaures qui étaient exposés en plein air, donc c'était un lieu de vénération. Il y avait un lieu de vénération autour de ces os de dinosaures qui étaient exposés. En l'occurrence, est-ce qu'ils les identifiaient ? Je crois qu'ils les identifiaient comme le père des buffles, donc qui est une divinité amérindienne classique. Vous avez, exemple très connu, Big Bone Lake, donc dans le Kentucky. Big Bone Lake, qui est donc une sorte de marécage dans lesquels les Indiens retrouvaient des ossements du Pléistocène. Donc là, c'est pas des dinosaures en l'occurrence, mais c'est des ossements du Pléistocène, de mammouths, de bisons géants, etc. Donc c'était connu des Indiens. D'ailleurs, ce sont les Indiens qui ont montré ça aux Européens. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, et pour vous montrer que c'est bien un enjeu politique majeur, vous savez, la fameuse course aux ossements, entre Othniel Marsh, Charles Othniel Marsh et Cope, entre Cope et Marsh, quoi. Qui est très connue, là, cette fameuse course aux ossements où Cope et Marsh, ils ont découvert des centaines de fossiles et tout ça. Et vous croyez qu'ils les ont découverts comment, les fossiles ? Vous croyez qu'ils sont vraiment allés avec leurs petites jambes, là, leur paquet de cacahuètes, dans le désert brûlant, marcher pendant des heures pour chercher des fossiles par eux-mêmes ? Ben non. Et c'est ce que Adrienne Mayor explique très bien dans son livre, d'ailleurs. Ils ont demandé à des Indiens. Eh les gars, vous avez déjà vu ça ? Et puis les Indiens ont dit, oui, par là. Et puis voilà. Ils avaient des guides. Les gars, ils sont pas fous. Puis c'est encore ce qu'on fait aujourd'hui, évidemment Évidemment que quand vous allez dans le désert brûlant pour une quantité de temps limitée avec une petite équipe pour aller déterrer des fossiles, vous en voulez pour votre argent. Vous y allez pas les mains dans les poches en espérant trouver quelque chose en marchant au pif. Vous demandez aux locaux. Eh les gars, vous avez déjà vu ça ? Ouais, par là. Voilà. C'est bon, c'est pas un objet de vénération. À l'époque, Cope et Marsh, on avait rien à foutre que ce soit un objet de vénération, mais dans le doute, maintenant, on demande, c'est pas un objet de vénération, on peut y aller. Ouais, on s'en fout. Bon, voilà. N'empêche qu'ils savent.
Donc Copé March, à l'époque, ils ont demandé aux Indiens, hein. Ils étaient pas fous, les gars, ils descendaient pas au milieu du désert de leur train en disant « Bon, par où on commence ?» Et puis c'est pas unique aux Indiens d'Amérique, hein, évidemment. Ce livre de Éric Buffetot, Fossiles et croyances populaires, il en a écrit plein, Éric Buffetot, sur l'histoire des sciences, mais enfin, vous allez dans n'importe quelle bonne librairie, Fossiles et croyances populaires de Éric Buffetot, vous tournez 3 pages, la défense de mammouth placée en 1605 dans l'église de Saint-Michel de Schwabisch Hall, d'après un ouvrage de 1634 sur l'ivoire fossile. Voilà. Donc ça, c'est cette image-là. Elle vous montre une défense d'éléphant, enfin une défense de mammouth, on reconnaît bien à la courbure, une défense de mammouth qui était mise en exposition dans une église en 1605. 4 pages. Vous avez même pas achetez-le, hein. Achetez-le, le livre. Mais vous avez même pas besoin de l'acheter. Il suffit pour cela de marcher dans une librairie, ce que les gens qui écrivent des théories du complot ne font pas suffisamment, je pense. Les Indiens d'Amérique avaient totalement conscience de l'existence des dinosaures, y compris des empreintes de pas de dinosaures, puisque, vous le voyez, les empreintes de pas de dinosaures qui abondent en Amérique du Nord ont même été peintes sur les parois des cavernes. Et pas seulement en Amérique du Nord d'ailleurs, mais aussi en Afrique. Donc ça, c'est au Lesotho, vous voyez, là, un abri sous roche, les empreintes qui sont pas loin, l'empreinte de pas de dinosaures peinte au mur. Et idem, vous avez en Australie, les empreintes de pas de dinosaures étaient interprétées comme ayant été faites par le mythique homme émeu. Ce qui veut dire qu'ils étaient au courant qu'il y avait des empreintes de pas de dinosaures, les aborigènes d'Australie. Donc tout ça, c'est recensé par Adrienne Mayor. Fais-toi une culture, avant d'écrire des bêtises. Il n'y a aucune croyance associée aux dinosaures dans la religion ou la tradition des Amérindiens. À part le père des buffles, dont je viens de vous montrer l'exemple. C'est dommage. Et Adrienne Mayor recense aussi le Thunderbird. Donc si je cherche, je suis sûr que en cherchant le mot-clé Thunderbird, les ptérosaures et mosasaures, dont les squelettes fossiles, ont inspiré les images du Thunderbird. Voilà, figure numéro 66, page 215. Il y a Herman Cortés, ouais, il y a cette histoire-là dans ce livre, comme quoi Herman Cortés, les Aztèques lui ont rapporté des os de mastodon. C'est-à-dire que ce sont les Espagnols qui ont, dans leur registre, dit « Les Aztèques nous ont apporté des ossements de mastodon ». Donc il y a quand même un bal de littérature sur le sujet, donc dire ça n'a jamais eu lieu, faut quand même avoir, pareil, hein, faut avoir une paire de couilles en adamantium et la poser sur la table en s'imaginant que les gens vont gober, quoi. Et puisqu'on est là, du coup, j'en profite pour vous montrer, voilà, une des rares photos des guides indiens, hein, les populations indigènes locales qui ramassaient des fossiles pour les universitaires. Là, cette photo, elle date de 1925, donc on est déjà après la guerre des eaux entre Cope et March. Et vous voyez, même encore en 1925, parce que la guerre des fossiles, c'est bien avant. Mais même encore en 1925, les gens utilisaient des guides locaux pour aller chercher les fossiles, parce que les locaux savaient très bien où se trouvaient les fossiles. Et pareil en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, les Américains qui sont venus, il y avait Romer par exemple, qui est aussi une figure très connue de la paléontologie américaine, ils sont venus, et le premier truc qu'ils ont fait en arrivant dans le carrousel, c'est « Hey, toi là-bas, t'as déjà vu ça ?» Et puis voilà, il a montré un fossile, et pfiou. Il a montré des fossiles aux Khoisan, qui vivaient dans le coin, et puis bah zou, roulez jeunesse. Donc l'affirmation il n'y a aucune croyance liée aux fossiles, bah non, vous avez au moins Big Bone Leak, et vous avez pour Dinosaur Provincial Park, il y avait une croyance associée à ça, liée au père des buffles, décrit dans le livre de Mayor. Mais même en Europe, vous avez par exemple le Cap d'Espichel qui, au Moyen-Âge, c'est des empreintes de dinosaures, et c'est des empreintes de dinosaures, là on les voit très bien, là on voit bien les pistes, là, magnifiques, empreintes de dinosaures sauropodes, que les populations locales au Moyen-Âge interprétaient comme ayant été faites par la divine mule de la non moins divine Vierge Marie. Donc la divine mule de la Vierge Marie étant évidemment géante, comme toute divine mule qui se respecte. Donc pareil, encore une croyance liée aux dinosaures, et il n'y a pas besoin d'aller chercher les Indiens d'Amérique, mais qui est beaucoup plus ancienne que la science paléontologique elle-même.
Pourquoi d'ailleurs n'y a-t-il eu aucune découverte antérieure au 19e siècle dans une quelconque partie du monde? Eh bien ça aussi, c'est faux. Encore une fois, c'est très faux, je viens de vous en montrer plusieurs exemples, et il y a notamment le plus vieil os de dinosaure. Là, aujourd'hui, on parle que de dinosaures, parce que si on commence à parler d'autres fossiles, clairement, on en a pour jusqu'à Homo erectus. Parce que le registre archéologique de la découverte de fossiles, ça remonte jusqu'à Homo erectus. Donc là, on est limite sur du registre paléontologique. Homo erectus collectait déjà des fossiles. Homo heidelbergensis collectait des fossiles. Homo neanderthalensis collectait des fossiles. Vous êtes pas sorti de l'auberge si vous commencez à faire des affirmations comme quoi il n'y a jamais eu de découverte de fossiles avant le 19e siècle. Je vais vous montrer Néandertal notamment. Il y a un exemple qui est très connu, qui est magnifique. En plus, c'est écrit en français, donc il n'y a aucune raison de pas être au courant. Et donc des fossiles que Néandertal a collecté, que l'homme de Néandertal a collecté, vous avez celui-là, qui est un silex qui a été taillé autour d'un fossile de coquillage. Ce fossile de coquillage a 100 millions d'années, il est beaucoup plus vieux, c'était déjà un fossile à l'époque de Néandertal. Ça a 200 000 ans, ça vient d'Angleterre, hein, ça a que 200 000 ans. La gravure, la taillure a 200 000 ans. Par contre, le fossile lui-même, lui, il a 100 millions d'années, c'est un fossile dans du silex, et on voit que Néandertal a taillé autour du fossile, donc avait totalement conscience que ce fossile était là, donc Néandertal a découvert ce fossile. Il n'y a absolument aucun doute. Et c'est pas le seul exemple de fossile qui a été découvert par Néandertal, vous en avez ici d'autres, qui proviennent de Arcy-sur-Cure, des fossiles qui ont été collectés par Néandertal, notamment, entre autres choses, pour faire des colliers. Ça, on sait que Néandertal collectait des fossiles pour en faire des colliers, donc c'est une énorme affirmation fausse de dire qu'aucun fossile n'a été collecté avant le 19e siècle. Ça fait des milliers d'années, des centaines de milliers d'années que les êtres humains collectent des fossiles. Le plus vieux fossile collecté par un être humain Homo sapiens est aussi vieux que Homo sapiens lui-même, 300 000 ans. Donc vous avez Homo sapiens de 300 000 ans de Jebel Irhoud, qui est le plus vieil Homo sapiens connu, et c'est dans la grotte d'à côté, à Erfoud, au Maroc aussi, vous avez le premier fossile qui a été intentionnellement transporté d'un endroit à un autre. On le sait parce que le fossile, il est dans une grotte où normalement il a rien à foutre là. Donc il a forcément été transporté par quelqu'un. Et enfin quelqu'un ou quelque chose, et comme on trouve des restes archéologiques de présence humaine dans les mêmes couches où on a trouvé le fossile, c'est Homo sapiens qui a transporté le fossile. Donc le 300 000 ans, voilà. Donc on va se contenter des fossiles de dinosaures. On va pas parler de tous les fossiles, et donc il n'y a pas de découverte de fossiles de dinosaures antérieurs au 19e siècle. Encore une fois, c'est faux. Voici un article sorti en 1997. 1997, c'est quand même impardonnable de pas être au courant. Alors, on va me répondre, parce qu'on me le dit à chaque fois, mais les gens peuvent pas être au courant de toute la littérature scientifique sur le bout des doigts. Bah, si t'es pas capable d'être au courant de la littérature scientifique qui traite du sujet sur lequel tu as choisi de publiquement prendre la parole, le mieux, c'est de faire exactement ce que le monsieur là te conseille de faire. Tu fermes ta gueule. Et je dis pas ça méchamment, c'est vraiment pas méchamment que je le dis, mais si tu connais pas la littérature d'un sujet sur lequel tu choisis de t'exprimer publiquement, c'est peut-être mieux pour ta santé que tu dises rien. Parce que tu vas te prendre des revers de bâton, forcément, et je suis pas forcément le plus méchant d'entre eux. Là, en l'occurrence, on est en train de dire, on est quand même sur un article qui a les bollocks de dire les Indiens d'Amérique étaient trop cons pour trouver des fossiles. Parce que les fossiles, ils étaient là, et on sait qu'ils les ont trouvés, mais là, cette personne-là, elle dit, ah, mais non, ils ont pas découvert de fossiles. Donc, t'es en train de prendre une population native d'un continent une population qui a été complètement décimée par des colonisateurs, une population qui est traumatisée dans son histoire, une population qui a des énormes griefs envers les Européens, et toi t'arrives, tu fous les pieds dans le plat en disant « Et en plus vous êtes trop cons pour avoir trouvé des fossiles ». Qu'est-ce que tu crois qui va t'arriver ? Qu'est-ce que tu crois qui va t'arriver ? Là, t'es pas en train de marcher sur des œufs, là, t'es en train de marcher c'est une mélasse qui ne demande qu'à t'absorber. C'est du sable mouvant. Ça va t'absorber, t'écraser et te tuer. Donc, pour ta propre santé, pour ta propre, si t'as pas envie de te faire massacrer sur Twitter, je t'assure, ferme ta gueule. Voilà. Vraiment, c'est dit en toute politesse, c'est un conseil.
c'est pas seulement une insulte envers les gens qui travaillent sur le sujet, c'est en plus une insulte culturellement, tu peux pas te permettre de la prononcer. Voilà, tu ferais mieux de te taire, vraiment. Bref. Donc 1997, Ina Plug, archéologue sud-africaine, découvre au Lesotho un nouveau site archéologique qui a donné une faune très très riche, une faune archéologique, donc contemporaine du dépôt, mais aussi un petit os de Massospondylus, c'est ce que j'ai mis en surbrillance ici. Il y a au milieu de la faune contemporaine un os de Massospondylus qui est vieux de 200 millions d'années. Et ça veut pas dire que la faune a 200 millions d'années, non, la faune elle a 3000 ans, on le sait, je veux dire, il y a, regardez la quantité de faune qu'on a, c'est un truc de fou, je veux dire, il y a une quantité d'animaux qui ont été retrouvés dans cet abri absolument démesurée. Donc on sait quel âge elle a, cette faune. Et puis au milieu, vous avez cette occurrence unique d'une phalange de Massospondylus. Eh bien, cette phalange de Massospondylus qui a été découverte et rapportée dans cet abri sous roche il y a 3000 ans, c'est la trace la plus ancienne de découverte d'un os de dinosaure qu'on ait. Ça, 3000 ans. 3000 ans, ils découvraient déjà des os de dinosaures en Afrique. Et ça, c'est seulement ce qu'on a préservé dans le registre archéologique. Évidemment qu'il devait y en avoir bien avant ça. Évidemment qu'un endroit qui est plein de fossiles comme l'Amérique du Nord dans les Badlands ou le Karoo en Afrique du Sud, ce sont des endroits où les gens n'ont pas arrêté de trouver des fossiles à longueur de temps. On a le désert de Gobi où aussi, pareil, les locaux sont tout à fait au courant qu'il y a des fossiles. Et pareil, Adrienne Mayor en parle dans The First Fossil Hunters. Quand on creuse un peu, on découvre que si, ça fait super longtemps qu'ils le savent. Il y a même la première interprétation correcte d'un fossile, elle a eu lieu en Chine et elle date de plus de 1000 ans. C'était Sheng Kuo, voilà, il y a plus de 1000 ans maintenant, qui avait déjà interprété des fossiles de Neocalamytes, donc des fossiles du Permien et du Trias de Chine, comme étant de très vieilles plantes. Donc c'est la première interprétation correcte de fossiles enregistrée dans de la littérature écrite. Donc dire qu'il n'y a jamais d'autres civilisations qui ont découvert des dinosaures ou des fossiles ou des machins, non, c'est n'importe quoi. Ce sont des bêtises. Selon la World Book Encyclopedia, avant les années 1800, personne ne connaissait l'existence des dinosaures. Eh bien la World Book Encyclopedia dit des conneries. On a découvert de grands gisements de fossiles de dinosaures à la fin des années 1800 et au début des années 1900. Pourquoi l'homme a-t-il fait soudain toutes ces découvertes ? Parce qu'on a enfin compris la géologie. La grande différence, en fait, c'est que on a enfin compris la géologie, c'est-à-dire qu'on s'est, au lieu de tomber dessus par hasard, on s'est mis à savoir où chercher. De deux, il y a eu un changement dans les mentalités. Je veux dire, la révolution industrielle, c'est pas seulement une révolution industrielle, c'est aussi une révolution dans la façon de concevoir le monde, ce qui est allé de pair avec justement la volonté de vouloir explorer, de vouloir comprendre, de vouloir faire des découvertes. Et comme je vous le disais, les Chinois, ça fait plus de 1000 ans qu'ils utilisent ça pour faire pour se faire des tisanes. On avait pareil une médecine basée sur les fossiles qui était très très implantée en Europe à l'époque médiévale. Donc ça, je suis complètement faux. Et on a trouvé ensuite tout autour du monde, en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie, Afrique, Argentine, Mongolie, Tanzanie et de nombreux autres endroits possédaient apparemment de grands gisements de fossiles de dinosaures jamais découverts auparavant. Bon ça pareil c'est faux, c'est juste que les Occidentaux se sont attribués les découvertes, comme je l'ai dit, les Occidentaux ils allaient pas au pifomètre à la recherche des fossiles. Ils demandaient aux locaux, tu connais où ils sont les fossiles? Et puis les locaux les guidaient là-bas. Pendant ce qu'on a appelé le grand rush vers les dinosaures, donc la fameuse guerre des os, la guerre des ossements entre Cope et Marsh, une rivalité et une passion de toute une vie pour la chasse aux dinosaures commença entre Edward Drinker Cope de l'Académie des sciences naturelles et Othniel Marsh du musée Peabody. Je vais y arriver, j'arrive plus à lire. Je commence à fatiguer, mais c'est le dernier paragraphe, donc on y est presque. Ils étaient amis au début, mais ils devinrent ensuite des ennemis acharnés au cours d'une querelle légendaire où se mêlent trahison, calomnie, corruption, on s'en fout. On disait que Marsh avait découvert plus de 500 machins, 80 dinosaures, 56, aurait soi-disant découvert les deux hommes, pourtant seuls 32 sont actuellement considérés comme valides, le reste s'est révélé de toute façon. Ah, ça y est, on en revient au... Donc, de tous les trucs qu'ont découvert Marsh,
Seuls 32 sont actuellement considérés comme valides, le reste s'est révélé de totale falsification et fabrication. Alors déjà, primo, le reste s'est révélé de totale falsification et fabrication, non. Le reste, ça a été considéré comme étant non diagnostique. Donc je vous parlais tout à l'heure du diagnostic, c'est-à-dire si on voit des caractères qui permettent d'attribuer un reste fossile à une espèce particulière, on va lui donner un nom. On va lui donner un nom soit d'une espèce qui existe déjà, si cette espèce existe déjà, soit si ce caractère diagnostique existe nulle part ailleurs et veut donc dire qu'on a face à une nouvelle espèce, on va lui donner le nom d'une nouvelle espèce. Ce qui s'est passé avec les dinosaures de March et de Cope, c'est qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient, beaucoup d'entre eux n'avaient juste aucun caractère diagnostique, c'était de l'os, point. Voilà. Et eux, ils leur ont donné des noms d'espèces comme ça parce qu'ils étaient en compétition, mais en réalité, ils n'avaient aucun caractère diagnostique. Ou alors, ils ont été mis en synonymie avec d'autres espèces qui existaient déjà, parce que c'est arrivé très souvent que March et Cope donnent des noms différents à deux fossiles qui appartenaient en réalité à la même espèce. Donc ils ont fait des doublons, quoi, en gros. Donc ils ont donné des noms différents à des fossiles qui appartenaient en réalité à la même espèce. Donc ça, c'est arrivé très souvent avec Cope et March, donc ils ont été mis en synonymie. Donc ce qui fait que le nombre d'espèces s'est réduit de 136 espèces à seulement 32, parce que ils ont appelé avec des noms différents des choses qu'ils avaient déjà découvertes, ou ils ont donné des noms à des choses qui n'étaient en fait pas qui n'étaient juste pas reconnaissables comme étant valides, quoi. Mais ça veut pas dire que les fossiles n'existent pas, hein. Faut vraiment être teubé pour formuler la phrase de telle façon que il y avait 36 espèces, il y avait 136 espèces, mais maintenant il y en a plus que 32, donc il y a 104 espèces qui ont disparu, qui étaient faux. Non, elles étaient pas fausses. C'est juste que c'était ou des synonymes ou non diagnostiques. Mais les fossiles, ils sont toujours là. Par exemple, Manospondylus gigas. Donc voici le fossile de Manospondylus gigas, qui est donc comme son nom l'indique, une grosse vertèbre spongieuse. C'est exactement ce que Manospondylus gigas signifie. Cette grosse vertèbre spongieuse, on s'est rendu compte qu'en fait c'était une vertèbre de Tyrannosaurus rex. Donc c'était pas une nouvelle espèce, c'était juste une espèce qui était déjà connue par du meilleur matériel. Et en réalité, on n'est même pas sûr que ce soit réellement une vertèbre de Tyrannosaurus rex, tellement il y a très peu de caractères fortement diagnostiques dessus. Vous avez juste ce trou là sur le côté qui indique que c'est une vertèbre de grands théropodes, et des grands théropodes de la fin du Crétacé, il y en a pas beaucoup à part Tyrannosaurus rex. Donc on se doute bien qu'il s'agit d'une vertèbre de Tyrannosaurus rex, mais en soi, elle est pas très diagnostique. Il y a rien de très frappant qui permette de dire waouh, c'est une nouvelle espèce, ou waouh, c'est Tyrannosaurus rex. C'est juste non, c'est une crotule, et c'est une crotule, et ça a de fortes chances d'appartenir à Tyrannosaurus rex. Donc c'est ça qui est arrivé aux holotypes de Cope et March. Et encore une fois, je rappelle, mais si on retourne sur le livre de Adrian Mayor, voilà, Othniel Charles March avait l'aide de deux éclaireurs pawnees pour chercher ses fossiles. Il avait l'aide d'éclaireurs pawnees, donc des Indiens, qui l'aidaient à trouver ces fossiles, parce qu'ils étaient très doués pour trouver des fossiles, les populations locales. Donc tout ça, c'est bullshit. C'est bullshit. Et puis de toute façon, pour tenir l'affirmation « les dinosaures n'ont jamais existé », il faut que le nombre de dinosaures existants soit un nombre n, soit un nombre n, ça va vous rappeler les cours de maths. Donc pour que l'affirmation « les dinosaures n'ont jamais existé » soit juste, il faut qu'il y ait un nombre n égal à 0 de dinosaures. Est-ce que 32 est égal à 0 ? Je ne crois pas. Donc tant qu'il reste n supérieur à 0 dinosaures, 32, ça suffit largement pour dire qu'au moins 32 dinosaures ont existé. Je suis désolé. Aucun des deux n'a jamais déclaré non plus avoir trouvé de squelette complet. Bon, alors bon, déjà, c'est quoi un squelette complet ? J'ai envie de dire, évidemment, déclarer qu'on a découvert un squelette complet, ça requiert de trouver un squelette complet, tu vois ce que je veux dire, mais à partir du moment où il manque un os, c'est pas un squelette complet. Donc bon... D'autant que quand la guerre des os avait commencé,
Hein, des squelettes complets de dinosaures, on en connaissait déjà, puisqu'on connaissait Compsognathus. Donc celui d'Allemagne, c'est celui-ci, et il a été découvert la même année que la publication de l'origine des espèces, si je ne m'abuse. Bon, bah c'est quand même un squelette relativement complet, là, hein. Après, c'est pas aussi complet, j'avoue, que Darlong Wangi, hein, qui a été découvert, dont l'annonce de la découverte a été faite la semaine dernière, où là, effectivement, c'est un autre niveau de complet, là, hein, puisque on a tout jusqu'au contenu stomacal. Là, il manque pas un seul os. Là, effectivement, mais bon, dire qu'en 1800 AD, on n'a pas découvert de squelette complet, c'est complètement débile. Après, Cope et Marsh n'ont pas découvert de squelette complet, bah, c'est extrêmement malhonnête, puisque ça donne l'impression qu'en gros, on nous les présente comme étant les deux plus grands chercheurs de dinosaures du monde, alors que c'était juste les deux plus destructeurs et les deux plus fanjo, quoi, en gros. C'est les deux qui en avaient le plus rien à branler. Donc certainement pas les deux plus grands chercheurs de fossiles du monde, et on nous dit qu'ils n'ont pas découvert de squelette complet pour nous faire croire que jamais aucun des squelettes complets n'a été découvert. Bon bah, même en admettant que c'était le cas à l'époque, bon bah voici Darlong Wangi, c'est bon, squelette complet, y a pas à tortiller du cul, tout est là. Et puis il y avait déjà Compsognathus à l'époque qui avait été découvert en Allemagne, donc certes c'est pas Cope et Marsh qui l'avait découvert, mais ça a été découvert même avant eux. Tout leur travail supposait donc des reconstitutions. Oui, mais heureusement, encore une fois, Cope et Marsh n'étaient pas et ne sont pas restés les seuls paléontologues actifs du monde. En fait, à ce jour, aucun squelette complet n'a été découvert et tous les dinosaures sont donc des reconstitutions. Bon bah ça, c'est faux, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. La reconstitution, c'est pas de l'imagination. La reconstitution, c'est quand vous avez une vertèbre là et une vertèbre là, bah vous vous doutez bien qu'entre les deux, ce qu'il y avait, c'était d'autres vertèbres. Et rien d'autre. Faut arrêter d'être con. Je veux dire, quand vous avez le pied droit et que quand vous avez toute la jambe droite ici et que vous avez un morceau de fémur de la jambe gauche, c'est quand même pas être un menteur que de dire que de reconstituer le reste de la jambe gauche. Donc c'est pareil, ce concept de reconstitution, il est quand même un peu de la folie, quoi. Faut vraiment être un trou du cul. J'ai du mal à rester poli, mais il faut vraiment être un trou pour dire que ce morceau-là est un mensonge. Non, c'est pas un mensonge, c'est une hypothèse extrêmement raisonnable, et il faut vraiment être un connard pour dire le contraire, tu vois. C'est une hypothèse raisonnable de dire qu'un truc qui avait un pied droit avait aussi un pied gauche. C'est pas un dahu, quoi. Ah là là. Il faut insulter les scientifiques de menteurs, ou d'escrocs, ou d'incompétents, pour pas s'être rendu compte que, ben non, en fait, les fossiles, ils existent pas, qu'est-ce que tu racontes? Donc si, on sait très bien que les fossiles ils existent, on sait faire la différence entre un caillou de base et un ossement. Je veux dire, le caillou de base, bah c'est un caillou, et l'ossement, il a tout un tas de détails. Un ossement fossilisé, même si d'un point de vue strictement chimique c'est un caillou, on sait que ce caillou, ça a été autrefois un fossile, parce qu'il conserve absolument tous les détails, c'est ce que je suis en train de vous montrer sur la vidéo là, il conserve absolument tous les détails d'un fossile autrefois. Ça se voit bien sur la cassure des fossiles, ça conserve absolument tous les détails de l'os que ce caillou était autrefois. Donc oui, sur le papier c'est un caillou, hein. Chimiquement c'est un caillou, mais ça a conservé tous les détails de l'ossement qu'il était autrefois. Et pour dire que ce truc qui conserve absolument la morphologie et la texture interne, l'histologie, donc les tissus, à l'intérieur les tissus osseux et dentaires aussi d'ailleurs, à l'intérieur, pour dire que ça, mais ça c'est juste une coïncidence, faut vraiment être un connard. Pas être vulgaire. Donc c'est pas seulement, si vous voulez, c'est pas seulement haha, je fais du troll et machin, ou bien oh regardez comment je suis plus intelligent. C'est vous insultez des cultures qui sont pas la vôtre, ce qui est hautement insensible, au mieux insensible et au pire raciste, et vous insultez des gens qui sont plus spécialistes que vous dans le sujet donné. Vous insultez l'intelligence ou l'honnêteté. Hein, je rappelle qu'on est tous des francs-maçons, hein, selon les têtes de nœuds qui croient en ces conneries-là. Hein, donc je sais que dans leur bouche c'est une insulte. Moi je suis sûr que je demande à un franc-maçon, j'en connais pas, mais si je demande à un franc-maçon, espèce de franc-maçon, il me dira merci, parce que c'est vrai. Je veux dire, je suis sûr qu'il l'interprète pas pour une insulte, mais je sais que pour eux là, c'est des insultes d'être franc-maçon. Il y a quand même la possibilité, dans un monde où les gens n'ont plus aucune curiosité, ont une fainéantise intellectuelle et en plus sont à la recherche de
du buzz facile, il y a une possibilité de nier les fondements les plus basiques de la vérité, et le tout en insultant une quantité de gens de façon de façon très frontale, de façon très brutale, et qui peuvent avoir un impact réel sur des populations qui sont déjà sensibles. Je parle pas des scientifiques, je parle évidemment là en l'occurrence des Indiens d'Amérique. Voilà, c'était une petite séance que j'aurais aimé être plus détendue, mais ça ne l'a pas été. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Salut!